Chers investisseurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nouveau podcast qui s'appelle Bourse Barbecue, Bourse BBQ. L'idée étant de parler des sujets chauds du moment. Et je crois que mon Clem, on est parti sur un sujet bien chaud cette semaine. Là, en tout cas, au moment où on tourne cette vidéo et si vous la regardez au moment où elle va sortir, effectivement, c'est un sujet, chaud, un sujet brûlant, un sujet avec des braises, du barbecue, tu vois? Vu que c'est, un sujet en lien avec, les élections législatives, en tout cas ce qui se passe en France et le PEA et les actions françaises et tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines donc il y a pas mal de sujets à traiter, ça va être cool et l'idée, c'est qu'on puisse traiter comme ça des sujets, bah, d'actualité, des sujets intéressants, des sujets, qui nous font, vibrer sur le moment et qui, en tout cas, nous donnent envie, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, on n'est pas des experts du coup en politique, donc forcément, on va plutôt essayer de parler de l'influence et de l'impact que peut pouvoir avoir du coup ces législatives et le mouvement politique qui est en train d'avoir en France sur du coup évidemment le côté investissement boursier, le côté économie. Et c'est vrai que pour introduire le sujet, je dirais qu'on est quand même on sent qu'il y a une certaine tension. Parce que on a finalement le camp un petit peu du milieu qui s'est fait bien secouer. Et on sent que la France va probablement basculer d'un extrême de l'un vers l'autre, de l'un ou l'autre. Et bon, on est sûr de rien parce que évidemment les dés ne sont pas encore lancés, mais c'est vrai que les résultats des européennes ont montré qu'il y avait quand même une tendance Mmh. plutôt aux extrêmes. Et c'est vrai que quand on voit les projets politiques, donc après c'est toujours pareil, il y a un projet et puis il y a l'implémentation du projet politique, mais c'est vrai que qu'on bascule finalement à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il y a quand même des conséquences qui sont pas forcément, je trouve, incroyables pour les porteurs de portefeuille boursier, que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, puisque l'extrême droite, il me semble, a prévu justement de suspendre la fiscalité, tu sais, sur l'immobilier, mais ils veulent mettre une taxe Ouais, sur tout ce qui est bien financier. Donc ça aussi, on n'a pas de détails. Est-ce que c'est une taxe qui va concerner ouais, on sait les pas petits trop. On a porteurs ou les gros? On ne sait pas trop. Et la gauche, bon, sans surprise, il y a ouais, la gauche, ça fait mal, hein. je crois que ouais, on veut retourner à l'IR, annuler la flat tax, qui est quand même pratique pour même pour les calculs. Enfin, moi, je sais pas toi, mais j'ai toujours été me dire, j'ai toujours été pour une simplification, quoi. Et c'est vrai que le côté 40 tranches. Alors, je comprends la justification de la gauche, c'est de dire bon on va essayer de prendre plus à ceux qui ont plus. Mais le truc, c'est que pour moi, tu payes 30%. En fait, c'était plus simple de dire je vais toujours payer 30%. Et le mec qui gagne 1 million, il donne quand même 300 000 euros. Tu vois, il donne quand même plus du coup Ouais que le mec qui gagne moins. Et j'imagine que tu peux exclure certaines personnes. Voilà, on va pas se lancer dans la politique, mais en tout cas, moi j'avoue que j'aime bien quand c'est et simple. ç Et ça peut de. avoir un impact. En fait, c'est, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, le fait qu'aujourd'hui, la flat tax, mine de rien, c'est simple. Tu as 2 options, soit tu es à la flat tax complète, soit tu es au barème progressif. Si jamais tu as une tranche marginale d'imposition inférieure à 12,8 qui est la part d'impôt sur le revenu qu'on paye sur la flat tax et voilà, en fait, tu as soit l'option A, soit l'option B. Tu prends ça qui t'arrange le plus en fonction de tes revenus et puis, let's go et là, ça viendrait recompliquer un peu, tout ça. Imaginons que la gauche passe et qu'ils mettent en place un système avec 14 tranches d'imposition. En fait, il faudrait voir, sur quelle tranche, d'imposition tu es pour qu'au final, tu viennes appliquer cette tranche marginale d'imposition, du coup, sur tes plus-values et les gains que tu vas générer en bourse, en plus des prélèvements sociaux. Donc imaginons que tu es sur une tranche à 35 qui existe, hein, dans le nouveau barème. Tu aurais 35 d'imposition sur le revenu, sur les gains que tu fais en bourse, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Tu la carotide un peu. Genre, Ah, ah, clairement, après, tu vois, je regardais la formation là, de Félix justement sur création de société un peu en France et il a sorti une phrase qui m'a bien plu. Il a dit tous les chemins en France mènent à Rome, tous les chemins mènent à 50% d'impôts. Donc en fait, il disait t'as beau optimiser en faisant des SASU, des machins, des URL, au final, tu sais que tu vas payer à peu près 50% d'impôts quand t'es entrepreneur, on va dire. Et même quand tu es salarié, c'est juste que c'est un peu plus masqué. Tu payes pas tout à fait 50, mais c'est vrai que tu payes quand même beaucoup. Et c'est ça qui me fait un peu peur. C'est que je me dis, waouh, on est quand même un des pays les plus taxés au monde. On est un des pays aussi où on a un gros problème de dette. On est quand même très endetté. C'est vrai que je me dis, est-ce que vraiment la solution, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est de voir dans les programmes qu'il n'y a aucun. Enfin, tu sais, en politique, c'est facile de dire, bah ouais, on va faire, comment dire, on va réduire les frais, on va augmenter le SMIC, on va baisser tout, enfin, tout va être super, mais comment on va le oui, financer? Par contre, il y a personne qui, tu vois, ouais. surtout que là, les programmes ont dû être sortis au dernier moment, tu vois, parce que d'habitude, normalement, ils ont plus le temps quand même de prévoir un peu le truc, et donc on leur demande un peu des chiffres. Là, c'est un peu à celui qui fait les promesses les plus fortes. Et je C'est, pense que derrière, ouais, au dos mouillé un peu.
C'est au doigt mouillé. Et Xavier Delmas a fait une, je sais pas si tu l'as peut-être pas écouté, mais il a fait une très bonne vidéo là-dessus où il parlait un petit peu des conséquences et il disait, je suis assez d'accord avec lui, il disait, je pense que c'est des partis qui vont se rendre compte de la réalité économique, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as beau dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, à un moment, quand tu es déjà à 50%, enfin déjà, quand tu es déjà à des seuils très élevés d'impôts, il n'y a pas 30 000 solutions, tu vois. Et si tu te dis, je vais taper sur les riches, ce qui est un peu Mais la morale de l'extrême gauche, tu risques aussi de perdre beaucoup de foyers qui rapportent beaucoup à la France. Donc, ouais, c'est un peu j'ai fait, compliqué. je vais partager mon écran parce que j'ai fait justement une petite vidéo où je comparais, parce que là, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément du premier coup. Hop, c'est ici. Tu me dis si tu vois mon écran, si tu peux l'afficher. Yes, j'ajoute à la scène. Alors, c'est où? C'est là. C'est un truc que, tu vois, au niveau des entreprises, j'ai comparé les revenus nets avant impôt et les revenus avant impôt et les revenus nets ensuite après impôt. Et quand on regarde LVMH, qui est une action française, on a du coup 21,62 milliards de revenus avant impôt et 15,17 après impôt. Ce qui nous donne environ 30% d'impôt d'après les calculs que j'ai faits. Sur Apple, on est à 113,74 milliards de revenus avant impôt, 97 milliards de revenus après impôt, ce qui fait 15% en impôt. Donc, à un moment donné, déjà que les entreprises françaises sont plus taxées que les entreprises américaines, donc forcément, tous les ratios financiers, enfin en tout cas une partie des ratios financiers sont calculés sur les revenus nets, genre sur le bénéfice net par action, ce genre de choses-là, tu vois. Bien Donc sûr. déjà qu'elles sont un petit peu handicapées, si en plus de ça, on continue de mettre une pression fiscale sur les entreprises françaises, sur les particuliers français, sur les investisseurs français, sur les entrepreneurs, les petits entrepreneurs comme toi et comme moi, tu vois. Donc, parce que toi, du coup, tu vas revenir bientôt en France, donc tu vas goûter à- J'y ai aux échappé impôts pendant et 10 à ans, tout ça. mais ça y est, là, je reviens. Mais, mais ouais, en gros, je suis pas certain, comme toi, que ce soit la solution de mettre une telle pression parce que à terme, est-ce que ça pousse vraiment les gens à se surpasser? Est-ce que ça pousse vraiment les gens à faire des projets, à créer des emplois? Je sais pas, tu vois? C'est quelque chose qui j'ai pas assez de notions, j'ai pas assez d'expertise sur tout ce qui est économique, politique, pour répondre à ces questions. Donc c'est plus, une bouteille jetée à la mer en mode question, mais j'ai du mal à comprendre à quel point, en fait, on peut se dire que augmenter la pression, augmenter les impôts, augmenter les taxes est bénéfique pour l'économie et bénéfique pour, les citoyens d'un pays, tu vois? Bah, disons que ça marche jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça marche jusqu'à un certain point. Et tu vois, dans des pays, en effet, je pense qu'en France, on a de la chance, on a quand même pas mal d'avantages par rapport à d'autres pays, tu vois. Mais c'est vrai que il y a une limite. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu taxes 90%, au bout d'un moment, il n'y a plus de motivation à aller chercher plus. Donc, c'est vrai que ça peut aussi démotiver des entreprises et ça peut avoir des vraies conséquences. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu montrais là. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de ce sujet-là, c'est-à-dire l'impact fiscal d'où sont situées les entreprises. Ça dépend aussi des pays dans lesquels elles exercent. J'imagine que LVMH, il y a quand même une partie des bénéfices qui doivent remonter au Luxembourg, donc ils doivent optimiser aussi un petit peu les choses pour se retrouver à payer quand même un petit peu moins d'impôts. Mais voilà, ça dépend aussi où sont les activités. Donc c'est vrai que ça a une influence et souvent d'ailleurs en bourse on parle de l'EBITDA, c'est le Mmh. fameux truc avant les impôts et avant les Et intérêts. oui, Moi, je suis pour pas pouvoir forcément fan comparer de ce truc-là l'entreprise, parce que, ouais, alors je comprends un peu la logique pour pouvoir comparer deux entreprises entre elles, mais ce que disaient un peu Charlie Munger et Warren Buffett, ils critiquaient pas mal l'EBITDA en disant, bah ouais, mais les gars, les intérêts et les impôts, faut bien les payer, donc c'est faut les bien des payer, hein. bénéfices qui seront pas dans ta poche, quoi. Et donc ça, en effet, l'impact fiscal, il est quand même important et bah, on le voit avec les élections américaines, en fonction du président, en fonction du truc, bah, ça peut bouger quelques points et en fait, les quelques points peuvent permettre aux entreprises de générer beaucoup plus de bénéfices ou au contraire beaucoup moins, quoi. Et donc, en effet, c'est le danger, en effet, quand tu as trop de pression fiscale. Et même Apple, tu vois, en Europe, en ce moment, ils se font battre. Il y a de plus en plus de législation. L'Europe a décidé d'être le législateur, quoi. Et je pense Ouais, que quand tu décides d'être le législateur, faut faire un choix. C'est très bien, peut-être pour les consommateurs, mais il faut comprendre qu'on aura aussi beaucoup moins d'innovation parce que les entreprises sont beaucoup plus freinées dans leur développement avec sans arrêt des nouvelles lois, quoi, tu vois. Et à nouveau, je pense que c'est un sujet qui est toujours touchy et compliqué à aborder parce qu'en fait, c'est typiquement l'équilibre qu'il faut trouver, tu vois. C'est-à-dire que tu veux pas un pays où les entreprises peuvent faire ce qu'elles veulent et payer zéro impôt, et tu veux pas non plus un pays où les entreprises sont complètement sous l'eau et tu vois se retrouvent à être dégoûtées en fait d'entreprendre parce que tu te retrouves assassiné et tu as sans arrêt des montants d'impôts. Et ouais. donc, Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui en France, c'est le discours global des personnes qui entreprennent, tu vois? Genre là, les mecs, qui disent, «OK avec, votre plan, au niveau du Front populaire, au niveau de la gauche,
vous voulez augmenter le SMIC à 1600 euros, il n'y a aucune aide pour les entreprises. Donc, en fait, c'est les entreprises qui vont payer parce qu'ils vont payer avoir plus de cotisations sociales, plus de salaires à verser à toutes les personnes qui sont au SMIC. Et déjà qu'ils en ont jusqu'ici, en plus, on leur rajoute ça, tu vois, et ils disaient, mais les gars, moi j'ai 40 salariés, genre déjà que c'est la galère, si tu m'augmentes comme ça en claquant des doigts, en fait, je vais couler, quoi. Et Bah, j'ai surtout qu'en ce l'impression que le moment, discours global est plutôt négatif, quoi, en France. Bon, de toute façon, Ouais. c'est pas une légende, hein. Alors après, fais attention de l'influence de ton milieu social, tu vois. Parce qu'en fait, en fonction des gens avec qui tu traînes, tu vois, si tu traînes avec les entrepreneurs, ils vont te dire, mec, on se fait tellement tabasser par les impôts sans arrêt, tu vois. Et si tu traînes avec des profs, ils vont te dire, c'est n'importe quoi, toutes ces entreprises, elles se font des couilles en or, et nous, on est là, on trime et on gagne rien, tu vois. Et probablement que les deux ont raison, tu vois. Et donc, l'idée, c'est, tu vois, plutôt que d'aller taper sur l'un ou sur l'autre, l'idée, ce serait plutôt de dire, tiens, est-ce qu'on peut pas tous s'enrichir ensemble, quoi, tu vois, genre, l'idée, ce serait d'avoir un pays où les profs sont bien payés, où les entreprises gagnent beaucoup d'argent, tu vois, un pays où il y a vraiment cette abondance. Et aujourd'hui, on sent que l'abondance, elle n'y est pas. Et du coup, il y a un peu. On est beaucoup, je trouve, c'est ça qui est dommage, on est beaucoup dans cette réflexion à qui il faut prendre l'argent, plutôt que de se dire comment on peut créer plus de valeur pour notre pays. Et Oui, je pense que le côté création de valeur, ça c'est une notion entrepreneuriale que beaucoup de gens n'ont pas, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui quand tu es vraiment salarié, tu te dis, bon, bah il y a un gâteau, et là il y a des grandes entreprises qui prennent de l'argent, bah faut qu'on leur en prenne, et comme ça nous on aura le gâteau, tu vois. Et c'est une réflexion qui est trop basique, qui prend pas en compte le fait que bien sûr. l'entreprise, elle aussi, elle doit créer de la valeur, elle faut aussi qu'il y ait des clients. Mais justement, en fait, comment est-ce que tu fais monter une société? Comment est-ce que tu fais monter tout le monde au niveau de l'échelle sociale et au niveau des revenus? C'est en créant de la valeur. Et qui crée de la valeur aujourd'hui plus que tout le reste? C'est quand même les entreprises. Que ce soit les big boîtes ou les petites boîtes ou les moyennes boîtes, peu importe. Mais une entreprise qui réussit, qui a un bon business model, qui apporte de la valeur, qui apporte une solution à un problème, bah, va gagner de l'argent. Et cet argent-là, bah, elle va pouvoir recruter, elle va pouvoir avoir des salariés, elle va pouvoir bien les payer, et cetera, et cetera. Et en fait, si tu freines cette création de valeur avec, bah, des taxes trop importantes, des impositions trop importantes et tu sais, je pense que tu l'as entendu, mais il y avait, cette notion de fuite des cerveaux en France. Que en gros, les jeunes, talentueux, ont tendance plutôt à se barrer, parce que, ils vont faire des projets ailleurs et que, bah, c'est plus propice, par exemple, aux États-Unis d'aller monter une start-up, que, ici en France. Même si aujourd'hui l'écosystème startup en France, se développe quand même, pas mal, ça se démocratise. Mais il y avait un peu cette idée de fuite des cerveaux. Donc si tu encourages, si tu diminues les impôts, si, tu pousses vers l'avant, en fait, toute cette création de valeur qui passe par les entreprises, je pense, ça reste une hypothèse et une supposition parce que j'ai pas la vérité, mais qu'en fait tu fais du bien à tout le monde, genre toutes les personnes qui sont en dessous et qui sont justement payées par ces entreprises-là. Parce que plus il y a Alors, d'entreprises prospères, plus tu as une boule de neige, tu vois? ce que je trouve intéressant dans les startups et ce que te répondrait quelqu'un de gauche, tu vois, il te dirait bah non, parce qu'en réalité, les entreprises se sont enrichies sur les 10 dernières années, les bénéfices ont augmenté de x5, alors que les salaires, eux, ils n'ont pas beaucoup progressé, tu vois. Donc, il y a ce problème-là, c'est-à-dire il y a la création de la valeur et ensuite la redistribution de la valeur. C'est comment fonctionne la redistribution de la valeur. Et là où on n'est pas forcément d'accord, c'est que la gauche a plutôt tendance à dire c'est l'État qui doit prélever aux entreprises et ensuite le redistribuer aux citoyens. Alors qu'il pourrait y avoir aussi, et je trouve ça plus intéressant et plus logique à petit niveau, de se dire, eh ben, il faudrait que l'entreprise soit poussée à engager ses salariés, à les rendre actionnaires aussi de l'entreprise, tu vois, et Mmh. créer des sortes. Moi, c'est vrai que dans un idéal, je me dis, bah en fait, tous les gens, dès que tu bosses pour une boîte, tu touches des actions, et donc tu es un petit peu propriétaire de la boîte, et donc si la boîte se porte bien, toi aussi tu vas en bénéficier. Aujourd'hui, malheureusement, tu as des grandes sociétés qui font beaucoup de chiffre d'affaires et qui payent des gens au SMIC où tu vois où les mecs ils gagnent rien à bosser pour eux, tu vois. Et c'est pour ça que nous d'ailleurs Ouais. je pense qu'on a un travail qui est important aussi d'éducation là-dessus et de dire vraiment aux gens vous ne deviendrez pas riche uniquement avec vos revenus. C'est bien d'avoir un revenu, c'est hyper important, mais créez-vous des actifs, tu vois. Et si votre entreprise ne vous donne pas des parts dans sa société, eh bien achetez des parts en bourse parce que devenez vous aussi actionnaire, tu vois, plutôt que de dire ouais il y a des super profits, les actionnaires ont encore touché je sais pas combien de dividendes, dire bah regardez vous aussi Profitez-en vous êtes aussi. actionnaire et vous aussi vous allez pouvoir bénéficier de ça. Et donc, et en effet, là, tu es dans un monde où tout le monde gagne, tu vois, où justement, même les petits porteurs bénéficient des revenus que vont faire Total ou des revenus, voilà, des dividendes, etc. Et là, c'est plus sain. Et je pense aussi que si tout le monde est actionnaire, tu vois, s'il y a plus de gens qui sont actionnaires, tu peux aussi beaucoup plus attaquer, par exemple, des hauts salaires. Tu vois, si tout d'un coup, le patron de Total dit, moi, je veux me verser 100 millions, s'il y a plein d'actionnaires, ben, les actionnaires peuvent dire, bah non, on estime que c'est pas la valeur que tu apportes réellement à la boîte, etc. Je me dis, ça peut créer aussi un contre-pouvoir à Ouais. l'intérieur des entreprises. Et je pense que ça peut créer, voilà, un certain équilibre. Maintenant, c'est pas du tout la culture en France
la culture, on va dire, beaucoup plus ouvrière, c'est on reste dans cette logique de il y a la grande boîte avec les dirigeants, l'école blanc qui exploite l'école rouge il faut qu'on se batte contre eux, lutte ouvrière, tu vois, il faut qu'ils soient taxés, Ouais, etc. Et c'est dommage de rentrer dans cet affrontement-là parce que clairement, l'employé a besoin du patron, le patron a besoin de l'employé, et je pense qu'on est même en train de rebattre les cartes de qu'est-ce qu'un patron, qu'est-ce qu'un employé. Tu vois, maintenant, dans les nouvelles sociétés qu'on essaie de créer, je sais pas si toi, tu es un peu pareil, mais c'est d'essayer d'avoir de l'association. Et c'est vraiment de oui. dire, ben, Moi, on j'ai est des trois à bosser collaborateurs, dedans, j'ai pas voilà, des. collaborateurs. Et alors, des fois, il faut faire attention avec le jargon LinkedIn, parce que des fois, collaborateur, tu sais, c'est un peu, c'est comme un McDo, tu sais, Ouais, ils te disent, t'es un ouais, équipier, machin. ouais, Il voilà, mais faut j'ai que, une petite il faut équipe, les, quoi. il faut les termes, mais il faut qu'il y ait la réalité économique derrière. C'est-à-dire, si tu dis, OK, c'est des collaborateurs, c'est des associés, OK, est-ce qu'ils reçoivent un pourcentage des revenus et des bénéfices que tu génères? Ou alors est-ce que toi, tu te gardes 100% du gâteau? Donc, c'est trouver le bon équilibre et je pense que c'est comme ça qu'on va progresser. Mais tu vois, à mon échelle, je commence à avoir une équipe, mine de rien, qui est. Enfin, il y a quelques personnes, tu vois. Et justement, je suis très content de les payer, tu vois? Et les postes importants sont, payés aux variables. Genre, par exemple, la personne qui, m'aide dans le programme mon bras droit, il va être payé sur, chaque vente qu'on va effectuer. Et comme ça, il est impliqué dans le projet, il est impliqué dans le truc et si on fait un super mois, beh, ça fait un super mois pour moi, ça fait un super mois pour lui, tout le monde est content, tu vois? Et ça permet de créer une émulation. Donc oui, je pense que en fait, nous après toujours pareil, on réfléchit dans notre prisme de, on travaille en ligne, on est une toute petite boîte, on n'a pas tous les enjeux qu'ont, des grosses boîtes avec, des CDI, des salaires et cetera. Mais effectivement, je pense qu'aussi que notre génération va tendre et la génération qui arrive, va tendre de plus en plus vers, des métiers où ils sont un peu, enfin autonomes ou freelance ou ce genre de choses-là, tu vois? Il y aura toujours besoin de salariés évidemment, mais le goal aujourd'hui, c'est plus d'être salarié. Il y a enfin, je sais pas, parce que bon, au niveau des réseaux, ça se développe et toujours pareil, l'algorithme me montre peut-être ce que j'ai envie de voir, mais je pense quand même, que globalement, il y a une partie de la population qui se dit, «C'est quand même plus sympa, de faire du graphisme sur Canva pour aider les entreprises à mon compte, quitte à gagner, 1 500-2 000 € que, aller faire, un job de, caissier, où je gagne la même chose et en fait, j'ai pas d'avantages, j'ai des horaires à la con, genre, et je peux pas ajuster ma vie comme je veux», tu vois? C'est Il ouais, y a la question, c'est vrai que dans un métier, moi je pense qu'il y a beaucoup l'autonomie qui compte. En fait, je pense que même le plus important, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que tu es dans un métier où tu apprends des trucs, tu vois. Et c'est vrai que la caissier stimulation. ou des métiers où tu n'as aucune stimulation intellectuelle, où tu progresses pas, c'est le pire. Parce qu'en fait, tu pourras pas être mieux payé un jour parce qu'en fait, tu développes pas de compétences, tu vois. Donc le plus important, même si tu es moins payé, c'est de développer des compétences. Ça, c'est super important parce que ces compétences-là, elles ont de la valeur sur le marché du travail et elles te permettront bah, d'être mieux payé, forcément, au bout d'un moment. Ensuite, l'autonomie, tu en as parlé, c'est super important de pouvoir se dire, bah tiens, moi je suis plus du matin, je suis plus du soir, je préfère bosser comme ça, je préfère bosser en équipe, je préfère bosser solo. Donc avoir cette flexibilité de pouvoir choisir un petit peu comment tu bosses, ça je pense que ça a un impact énorme aussi sur le résultat que tu peux avoir. Et puis évidemment, il y a le salaire, mais c'est pas le salaire, tu vois, en effet, c'est le truc qui vient peut-être presque à la fin. Du moins, je pense qu'il faut vraiment le mettre à la fin. Parce que si tu es dans un métier dans lequel tu t'épanouis, dans lequel tu apprends des choses, dans lequel tu t'éclates, en fait, naturellement, tu vas être dans une logique d'abondance et tu vas gagner de plus en plus, quoi. Ouais. Maintenant, il y a toujours des métiers où il y a besoin de petites mains et tu peux pas ignorer une partie de la population. C'est pour ça que nous, on réfléchit, tu vois, on a cette chance de pouvoir travailler sur Internet, d'avoir développé des compétences, etc. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas tout ça et qui se retrouve dans un métier pas très bien payé, c'est vrai qu'il a besoin, je pense que cette personne-là a besoin d'avoir, bah, tu vois, il faut qu'il y ait une sécurité par rapport à l'État sur un minimum de Des salaire, aides aussi, hein. des aides et aussi le côté, comment dire, avoir si possible, tu vois, de toucher une partie des revenus de la boîte. Enfin, moi, je pense vraiment que toutes les boîtes devraient, même pour les petits salariés, tu vois, devraient leur donner une partie des bénéfices, voilà, qui puissent grandir en fait avec l'entreprise pour laquelle ils ont bossé. Tu as été 30 ans caissier chez Carrefour, ben ouais, tu peut-être pas eu le méga impact sur l'entreprise, mais tu as quand même été là et c'est grâce à toi que la boîte elle a tourné pendant 30 ans. Ouais. Donc pour moi, tu devrais avoir une part C'est un de ce peu, gâteau-là, quoi, tu vois. c'est un peu ce qui a été mis en place avec, l'intéressement participation, les primes et tout ça. C'est, clairement, c'est par exemple, tu vois, ma copine, elle bosse, à la Société Générale, elle est banquière et elle touche, du coup, bah, 1 fois par an une prime où, elle va avoir des actions, des côtés de l'entreprise. Donc forcément, bon après, c'est, les actions Société Générale, donc c'est pas forcément le plus grand des cadeaux, mais c'est quand même pas si mal, sachant qu'elle a une décote intéressante. Ouais. Et mais ça, je sais que c'est fait au niveau des grosses boîtes. Par exemple, les boîtes du CAC 40, je pense qu'elles ont toutes à peu près ce fonctionnement-là. Là où c'est plus délicat, je trouve,
c'est pour les entreprises qui sont plus petites, qui sont pas forcément, cotées et qui, bon, Mmh. elles, auront des actions, peut-être à distribuer, mais c'est quand même moins liquide, c'est un peu différent et souvent, c'est dans ces moyennes petites entreprises où des gens vont avoir des salaires qui sont pas fous et en plus, ils ont pas forcément de CE, pas forcément d'avantages, pas forcément, d'accès à l'actionnariat, de l'entreprise et ouais, ces gens-là, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué, tu vois? Tu pas mal de startups quand même qui s'y mettent, tu vois? Alors je vais te citer, mon pote là, il m'a dit que son frère qui bosse à Paris, il avait une pote à lui qui avait touché, 50 000 balles d'actions Spotify, tu vois? Donc je pense que tout ce qui est startup, ça paye très bien et même nous d'ailleurs, on le voit dans la méthode Freedom parce qu'on est pas mal sur les entreprises de tech. C'est un truc que surveille beaucoup les ratios, tu sais, sur la compensation salariale en actions. Parce Ouais. que ce qui part dans la poche des employés, bah, ça part pas dans la poche des actionnaires. Donc moi j'aime bien les entreprises qui en versent, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus que ça soit excessif parce que, bah, tu as certaines boîtes en fait où tout part, pour les salariés et je pense que ouais, il y a eu des excès, tu vois, dans l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, les employés chez Google et tout, tu sais, les mecs, Ouais, ils se au bout de rinçaient, hein. 5 ans, ils sont millionnaires. Enfin, tu vois, tu as envie de dire, ah, les gars, ouais, quand même, on va se calmer. Mais même pour les petites boîtes, je pense que ça se fait de plus en plus, ce côté, ça se développe, tu vois, le côté intéressement, le côté, tu vas avoir certaines actions. Alors, Ouais, comme tu dis, c'est plus oui, mais compliqué c'est parce pas que forcément c'est du non-côté. ouais, ou Euh, alors ils vont le faire sur des plans épargne d'entreprise, ils vont aller sur des fonds, Amundi ou ce genre de choses-là, tu vois? C'est des fonds, diversifiés avec, des espèces de profils de risque là, des fonds actifs par exemple. C'est même pas des ETF, c'est vraiment des fonds, actifs qui sont mis à disposition dans le plan épargne action et c'est pas de l'actionnariat direct de l'entreprise, donc ça engage pas le salarié, par rapport au résultat de la boîte et par rapport à si je travaille bien et que la boîte fait un super résultat, je vais avoir encore plus d'argent à la fin, parce que c'est complètement décorrélé. Après, on en avait parlé, il y a aussi des risques. C'est-à-dire que si tu travailles déjà pour une startup, déjà, tu es un peu un profil risqué. C'est plutôt un truc que tu fais quand tu es jeune, tu vois, quand tu n'as pas encore des enfants, etc. Si en plus de ça, ton patrimoine, il est à 100% dans les actions de cette startup qui est toujours pas cotée et qui risque de se casser la gueule, ah, tu multiplies les risques. Donc, moi, je trouve ça plutôt sain aussi que les entreprises poussent leurs employés à peut-être avoir une partie en action de leur boîte, tu vois, pour tenter entre guillemets le jackpot ou voilà, et aussi Ouais. avoir une partie qui est investie en effet dans des ETF, dans des fonds. Alors évidemment, il faut éviter les fonds actifs parce qu'on le sait, ils prélèvent des frais énormes, etc. Mais c'est vrai que Mais des si ça fois, tu as pouvait pas le rentrer un choix, hein. peu plus dans la culture, je pense que ça serait chouette et surtout ça éviterait d'avoir autant de divisions entre les Français parce qu'aujourd'hui, bah, forcément, quand t'es pas actionnaire, tu te dis juste les boîtes, elles se font des sous sur mon dos et moi, j'ai rien. Alors que dès que tu es actionnaire, bah, tu vois l'autre côté. Tu te dis, ah ouais, en fait, une entreprise qui marche bien, bah, finalement, ça bénéficie aussi à tous ceux qui le sont. Et tu peux aujourd'hui être actionnaire voilà, avec ton smartphone, avec 10 euros. Donc ça aussi, Ouais. je pense que ça peut aider quoi. La nouvelle génération à être plus dans un truc, un rapport gagnant-gagnant. Voilà. Et condamner quand même les entreprises qui font de la merde, qui trichent, voilà, qui payent pas les Ouais, bien impôts, sûr, hein. évidemment, hein. Mais ouais, c'est, je sais pas, c'est un sujet, je pense que qu'il y a pas de réponse universelle, tu vois? Je sais pas comment ça va se développer, mais bon, à Après, voir. la grande question, c'était plutôt par rapport à l'impact. On en avait parlé un peu en introduction, l'impact sur le PEA. Ouais, Moi, j'ai jamais été fan de ces enveloppes fiscales. Enfin, je suis toujours un peu réticent sur les enveloppes parce que il y a toujours des. En fait, faut bien prendre conscience, et je pense que c'est ça qui me surprend un petit peu. C'est-à-dire que les gens font un petit peu. Déjà, en France, il y a cette culture, du coup, je veux payer le moins d'impôts possible. C'est tellement un pays qui est imposé que souvent, ouais, déjà, on en a parlé souvent ensemble. La décision, c'est pas qu'est-ce qui va me rapporter le plus en net, c'est quel est le truc qui va m'économiser le plus d'impôts. Et c'est pour ça que plein de gens partent sur des passe par optimisations. PEA, assurance vie, et ça, Et c'est une encore, c'est pas le erreur, pire. mais PEA, assurance vie, c'est pas le pire. Moi, je te parlais plutôt des Pinel, des trucs où carrément ils vont ouais, perdre de Pinel, l'argent, mais ils PER, vont se dire, voilà, mais ils vont se ouais, dire, non, mais ça va parce qu'en fait, je paye un peu moins d'impôts. Donc déjà, ouais, évidemment, sur cette chaîne, on en parle toujours faire le calcul net de frais. Et évidemment, prendre en compte les cadeaux fiscaux que l'État a fait, et je pense qu'il y a des optimisations clairement importantes à faire là-dessus. De toute façon, plus le pays est imposé, plus les optimisations fiscales, évidemment, deviennent intéressantes. Maintenant, attention avec ces optimisations fiscales, parce que pareil, si vous allez voir un conseiller, ben, lui, il va se sentir un peu intelligent de vous recommander des optimisations, tout ça. Mais tout dépend aussi des produits derrière que vous pouvez acheter. Et le PEA, on sait il y a quand même des règles assez strictes qui peuvent être un petit peu contournées. D'ailleurs, on verra pendant combien de temps ça peut être contourné. J'ai fait ma vidéo là récemment, je t'en ai parlé sur justement le S&P 500, le MSCI World qu'on peut acheter aujourd'hui sur PEA. Grâce au swap de performance. Donc en réalité, ils détiennent des actions européennes et ils vont changer cette performance contre yes. la performance d'actions américaines. Donc c'est un petit peu de la cuisine financière. Moi, je suis pas forcément fan, mais c'est vrai que ça permet de s'exposer dans un PEA quand même à d'autres marchés et d'éviter justement le risque de concentration en France. Et on le voit, bah, le CAC a pas mal plongé là ces derniers temps du coup avec les nouvelles. Ouais, je crois que Euh, ça remontait un petit peu, on a moins 8% mais là depuis le 14 mai, tu vois. ouais, Euh,
Donc, Et en fait, là, moi, je suis en contact direct avec les personnes qui investissent sur Instagram. Peut-être toi, tu es en contact avec tes clients, mais c'est des gens que tu as enfin, qui tu formés, qui comprennent un peu toute la philosophie de ce que tu fais. Moi, j'ai des gens qui sont pas forcément formés sur Instagram et qui, me disent: «Putain, j'étais investi, sur les actions françaises et je me suis fait éclater». Je fais: «Ouais, ben regarde, moi, en tendance, ce mois-ci, heu, ma performance du mois de juin sur mon portefeuille action, c'est 7,3% et sur mon portefeuille global, c'est 5,9. Alors que depuis un mois, le CAC 40 s'est cassé la gueule, tu vois? Donc quand tu es full investi en France, tu prends un risque et c'est quelque chose qui est pas compris par les gens, jusqu'au jour où, tu as le CAC qui se prend, moins 10 en un mois alors que le reste du marché, augmente, tu vois? beh, c'est 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 l'exposition. Alors après, ça peut créer des opportunités parce que en plus, on en a bien parlé sûr, souvent ensemble, un LVMH, OK, il est lié à la France et la France peut avoir un impact parce que son siège social est en France, donc il y a certaines règles qu'ils doivent respecter. Mais en même temps, tu sais que finalement, le gros de sa croissance et le gros de son chiffre d'affaires va être en Asie. Donc du coup, il peut des fois y avoir une corrélation, c'est-à-dire, tu sais, c'est jeter les Anglais ont une expression comme ça, je crois que ça se dit en français aussi, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est, tu te ouais, dis, bon, bah, toutes les actions françaises, c'est de la merde. Alors qu'en fait, tu as des actions françaises qui vont être vraiment franco-françaises, tu vois, et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la répartition géographique des ventes. On va développer ça, je pense, sur l'App Trident, ça serait super. C'est-à-dire que plutôt que de te dire, tu as 50% États-Unis, 50% France, parce que tu as 5 actions américaines et 5 actions françaises, qu'on aille ouais. regarder à Où l'intérieur des sont, entreprises, voilà, où est les le chiffre ventes d'affaires, quoi. et où est le chiffre d'affaires. Et en réalité, Ouais, dès que tu regardes des entreprises, même des entreprises, tu vois, Pernod Ricard, tu te dis, oh, c'est français Pernod Ricard. Et en fait, je crois qu'ils font 5% de leurs ventes en France. Donc mais 95% à l'étranger. Donc il faut surtout que ça te vraiment. protège de tellement de risques. Ça te protège au niveau Ouais, de, la répartition de chiffre d'affaires, ça te protège au niveau, protège, je commence à zozoter, au niveau du risque de change aussi, parce qu'il faut savoir que les entreprises, quand elles vendent en Asie, elles vendent pas forcément dans leur devise et en fait, toutes les devises, si elles vendent un petit peu en yens, un petit peu en dollars, un petit peu en, roupies, j'en sais rien, un petit peu en euros, machin, au final, tout son chiffre d'affaires va être fait dans différentes devises et s'il y a une devise qui plonge et l'autre qui monte, ça peut également équilibrer. Donc toutes ces entreprises qui sont internationales sont aussi, en fait, beaucoup plus diversifiées en interne que ce qu'on pense. Alors que, effectivement après, quand, il y a des entreprises françaises et c'est là tout le problème, des personnes qui investissent que sur les entreprises françaises, c'est que tu t'exposes à un risque spécifique du pays et là, aujourd'hui, ce qui se passe avec les élections législatives, c'est qu'il y a eu, du coup, aux élections européennes, le RN qui arrive en tête, un extrême qui arrive en tête. Ça fait peur un petit peu aux investisseurs et on est en France, donc les entreprises qui ont un siège social en France, malgré le fait qu'elles aient un CA, international et qu'elles font de l'argent partout, vu qu'elles sont en France et que ça peut avoir un impact, elles sont sanctionnées. Alors que, à tout moment, leur activité l'activité de LVMH, n'a pas changé, simplement parce que, le RN est arrivé, en tête aux élections européennes, tu vois? C'est un peu du «bruit court terme» entre guillemets. ouais. Pour donner un ordre d'exemple à quel point, tu vois, la diversification géographique peut avoir une puissance sur le multiple qui est appliqué à l'action, moi je parle souvent de Philip Morris et Altria. Parce que c'est exactement la même entreprise. D'ailleurs, à la base, c'était la même entreprise qui vendait du tabac. Altria, c'est uniquement du coup aux États-Unis. Donc ils vendent uniquement qu'aux États-Unis. Et Philip Morris, ils vendent dans le reste du monde. Et en particulier sur un produit, donc eux, c'est encore plus accentué parce que c'est un produit qui est évidemment très suivi au niveau de la législation. Eh bien, tu vois que Philip Morris se vend à un multiple beaucoup plus élevé aujourd'hui qu'Altria, malgré le fait que bon, le tabac de manière générale se vend pas très cher. Pourquoi? Bah, parce qu'Altria, à nouveau, c'est qu'aux États-Unis. Et donc, du coup, toutes les lois qui peuvent passer aux États-Unis par rapport au tabac, bah, ça va avoir un impact direct sur Altria. Alors que Philip Morris peut toujours se dire, OK, la France a passé une nouvelle loi sur le tabac, ou voilà, ou l'Australie a passé une nouvelle loi, mais au Canada non, mais tu vois, au Mexique non. Donc en fait, tu rééquilibres Je concentre mes efforts un peu plus, exactement. Et donc en effet, ouais. ça c'est une force. Et je pense que c'est une faiblesse qu'on parle pas assez des small caps aussi, c'est que souvent les small caps vont plutôt être, ou le private equity va être sur des marchés beaucoup plus petits. Et du coup, ben, il peut y avoir des conséquences politiques, géopolitiques. On dit souvent que voilà, la macroéconomie, c'est pas forcément important, mais c'est vrai que sur des petites boîtes comme ça, on en a parlé beaucoup avec la Chine aussi, eh bien, tu as des conséquences politiques qui peuvent quand même voilà, baisser vraiment et Oui, bien bloquer un sûr petit peu la croissance d'une et entreprise. et c'est là que la macroéconomie mais c'est un peu l'approche, bottom up, c'est nous, on se concentre vraiment sur les entreprises et on essaie de comprendre, tout ce qui se passe au niveau financier, tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise et l'acheter à un bon prix. Mais c'est pas pour autant qu'il faut omettre complètement ce qui se passe au niveau économique et macroéconomique. On a déjà dit que c'est pas forcément ce qui nous intéresse, de prime abord, mais tu dois remettre l'entreprise dans son contexte. Aujourd'hui, si, par exemple, imaginons que la gauche passe et qu'effectivement, il y a plus d'imposition pour les entreprises, il y a plus d'imposition
pour les investisseurs, ça fait fuir les investisseurs, etc. Certes, c'est une décision macroéconomique, mais ça va avoir un impact réel sur les entreprises, peut-être pour les 2 prochaines années, voire même pour les 7 prochaines années, si jamais, hypothèse encore, la gauche passe aux prochaines élections présidentielles, tu vois. Donc, c'est aussi des choses qui se passent au niveau macro qui peuvent avoir un impact moyen-long terme, et c'est ces impacts-là qui nous intéressent, nous, en tant qu'investisseurs. Mm. C'est pas simplement le fait de la macroéconomie où tu vas avoir une information sur, j'en sais rien moi, sur un truc, je sais pas, un truc court terme Après, je sais qui pas aura toi, pas forcément d'impact. moi, j'y passe pas trop de temps parce qu'en fait, je me dis, bah déjà, Très peu. déjà c'est de la prévision. Donc déjà, il faut que la gauche passe. Tu sais, tu commences à faire des calculs qui sont Ah oui, compliqués des parce que paris, ouais. voilà. Moi, franchement, je suis pas fan de ça parce que de toute façon, je me dis même dans le pire scénario, tu vois, je sais pas, en effet, la gauche passe, il y a énormément de taxes, il y a plein d'entreprises qui quittent la France. Moi, je me sentirais pas forcément exposé. Alors, je suis exposé personnellement, mais on va dire sur le côté portefeuille boursier, je me dirais, bah de toute façon, j'ai des entreprises qui vendent partout dans le monde et donc il y a d'autres endroits du monde où ça sera pas les mêmes règles, quoi, tu vois. Donc ça, je pense que tu te défends un petit peu comme ça. Et je pense qu'il faut faire attention avec, tu vois, parce qu'il y a en effet le fait qu'un tel parti passe. Déjà, c'est que les législatives, donc derrière, il y a la présidentielle potentiellement qui Ouais, va bien changer le sûr. truc. Derrière, il y a, et puis tu sais, on est très concentré en Mais France, et je c'est me aussi suis pour ça que les gens ouais, achètent beaucoup d'entreprises françaises. On pense beaucoup à la France, mais on est qu'une poussière aujourd'hui dans l'économie globale. Voilà, donc il y bah a d'autres 3-4 % pays, je crois, hein, ouais, pas 3-4%. plus. Donc, Mais après, je me suis faut, mal faut... exprimé. En gros, je voulais dire, si jamais ça passe, si jamais ça arrive, à ce Hmm, moment-là, tu prends l'information en compte parce ouais. que c'est le cas, parce que c'est acté et que maintenant, bon, bah, OK, c'est comme ça va changer, il faut le prendre en compte. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur Alors le que fait la qu'il ne faut pas bourse, non plus faire des paris, c'est voilà. ça. La bourse essaie toujours de prévoir et les investisseurs sont beaucoup là-dedans. Ouais, qu'est-ce qui se passe si jamais il se passe ça, tu vois? Et en fait, les grands investisseurs te disent souvent qu'ils essaient pas de prévoir. En fait, ils essaient d'avoir enfin, ici, ils essaient de prévoir, mais en fait, c'est plutôt, tu essaies d'avoir des investissements qui, quoi qu'il arrive, vont bien fonctionner. C'est-à-dire, tu essaies d'imaginer les scénarios catastrophes et tu te dis, bon, et tu essaies d'attribuer des pourcentages. Et ça, c'est difficile à dire, tu vois, parce que souvent, on a tendance dans notre tête à se dire, waouh, si ça arrive, c'est catastrophe totale. Et si ça se passe, c'est le paradis. Mais souvent, la réalité, tu sais très bien qu'elle va être entre les deux. Par exemple, on peut imaginer que la gauche passe, mais n'arrive pas à passer les réformes. Peut-être qu'il va y avoir un autre président. Peut-être il y a tellement de scénarios possibles que c'est très difficile de Mais aujourd'hui avec ce qu'on a de dire voilà. Et je pense qu'il faut juste être bien au courant des risques. Et typiquement, quand on parle du PEA, on sait très bien qu'une enveloppe fiscale, c'est typiquement le genre de truc qui va être targeté politiquement. Le jour où il va manquer d'argent en France, on va dire ah bah tiens, eux ils payent que 17,2 alors qu'on devrait payer 30. Bon ben voilà, tu as le risque qu'il y ait des changements au niveau de cette loi, même si historiquement, on en avait parlé, je crois, souvent ce qu'ils font, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est qu'ils disent, bon ben ceux qui étaient avant, on les laisse à 17,2 pour pas qu'ils soient trop énervés, et ceux après, on va repasser, voilà. Mais faire attention avec ces enveloppes fiscales mais parce que rien ça n'est évolue fixe, beaucoup, ouais. quoi. Ouais, Rien rien n'est n'est fixe. fixe. Après, pour faire le parallèle avec le stock picking, avec la stratégie qu'on a, tous les 2, c'est justement le fait de minimiser, cette part de paris, cette part d'hypothèse, et c'est pour ça que j'adore les actions de qualité, parce qu'on sait que c'est des actions et des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui et ça fonctionne déjà, tu vois? C'est pas comme une stratégie où tu vas aller sur des startups où tu fais une hypothèse sur le fait que cette startup va exploser, mais tu sais rien. Tu as une stratégie value, small cap value par exemple, qui est assez connue. Tu fais une hypothèse sur le fait que l'entreprise, au niveau de sa valorisation, est sous-cotée et qu'elle va se redresser. Donc tu fais un pari. La stratégie croissance, pareil. Tu fais un pari sur le fait que l'entreprise va continuer cette folle croissance pendant X années et c'est ça qui va te faire des revenus, tu vois. Enfin, en tout cas, la croissance de l'entreprise en bourse. Alors que la stratégie quality, tu as des entreprises qui fonctionnent déjà, qui ont un business model qui est solide, qui ont des fondamentaux qui sont solides, et certes, tu feras peut-être pas des coûts énormes comme tu pourrais faire avec, la value ou la croissance. Par contre, au niveau du rapport entre la performance et le risque, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et je sais pas si c'est une mode ou si, parce que beaucoup d'investisseurs vont vers ça, et j'en ai parlé avec, dans un podcast mercredi que j'ai tourné avec un gars super, qui s'appelle, Thomas, Investir Simple sur, je sais pas si tu avais passé sur YouTube. Mais on parlait justement de cet effet mode de la stratégie qualité qui justement est avancée par Xavier Delmas, par toi, par moi, par d'autres personnes, beaucoup de personnes même sur les réseaux. Mais en même temps, j'arrive pas à me dire que le rapport entre performance-risque va être meilleur ailleurs, tu vois. Ça Et peut je l'être. pense qu'il faut pas non plus dire qu'en quality tu fais pas un pari sur l'avenir parce que tu paries toujours que la boîte qui réussit aujourd'hui va continuer de réussir dans le futur. Mais je suis d'accord avec toi, c'est le Ou pari tu le limites. moins
c'est le pari le moins risqué dans le sens où, alors, sauf si tu payes des valorisations extrêmes, donc c'est aussi ça le danger de la quality, il faut toujours faire attention à la valo que tu payes. Mais c'est vrai que tu es déjà sur des boîtes qui font des profits. On sait que ce qui drive le plus la performance boursière, c'est l'augmentation des profits. Donc, en effet, souvent, quand tu fais une stratégie growth, tu investis dans des boîtes qui ne génèrent pas encore de profit. Donc, du coup, le pari, c'est qu'elles vont devenir profitables et on voit que des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qui est prévu, même si ça peut arriver, bah, ça peut être compliqué. Pareil, la stratégie value, tu l'as bien souligné, la boîte est pas chère aujourd'hui, tu penses que le marché va la revaloriser, mais en fait, bah, le marché, il fait un peu ce qu'il veut, et des fois, bah, il a décidé qu'il revaloriserait pas tout de suite, et ça peut durer très longtemps aussi. Donc, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Quality, c'est un peu le truc où tu prends pas voilà, tu fais pas tu dis pas, ouais, cette boîte, il va se passer ça. Tu dis juste, c'est une boîte qui marche déjà. Je pense qu'elle va continuer de bien fonctionner parce je vois pas de raison catastrophe qui l'empêcherait de faire ça. Et donc, en effet, c'est un peu plus simple en termes de Bah, risque, quoi. ouais, tu limites l'hypothèse, tu limites le pari. Déjà, de se baser sur quelque chose qui fonctionne, c'est quand même plus simple et surtout, tu peux prendre des décisions beaucoup plus éclairées parce qu'au niveau financier, bah, tu as des données qui te permettent, de confirmer le fait que, bah, ça fonctionne pour de vrai, tu vois? Mm. Et tu vois les chiffres. Et Donc le dividende aussi. forcément Le dividende, moi j'aime beaucoup les actions à dividende parce ouais, que justement, alors là aussi il y a un débat sur les actions quality parce qu'il y en a beaucoup qui n'achètent pas forcément des actions quality à dividende. On avait parlé dans le podcast voilà, que le dividende était un choix en fait d'allocation de capital et qui n'est pas toujours le meilleur. Ça dépend un peu de la situation où elle en est. Mais j'avoue que moi j'aime bien le dividende parce que je le trouve aussi que à nouveau, c'est encore une preuve concrète voilà, que l'entreprise est vraiment en train de générer des bénéfices. S'il te fallait encore une preuve, parce que tu vois des chiffres, tu dis OK, quand tu vois vraiment l'argent arriver sur ton compte de bourse, tu dis bon, OK, là, voilà, et tu peux vérifier les ratios, tu peux vérifier les taux de distribution. Donc, on va dire que ça rend le truc un peu plus concret et je pense que ça peut aider des gens à passer le cap par rapport tu vois, à l'immobilier où justement, quand tu perçois des loyers, c'est très concret, tu vois que tu peux louer. mmh, Là, tu peux réaliser que l'entreprise gagne vraiment de l'argent. C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens aussi, investissez dans des boîtes où vous êtes déjà fan, où vous êtes vous-même client, parce que naturellement, tu comprends un peu l'avantage, pourquoi tu donnes de l'argent à cette boîte-là, et tu vois aussi concrètement qu'elle en gagne, quoi, parce que concrètement, il y a de l'argent qui sort de ton compte et qui va dans les siens, quoi. c'est, après c'est un confort, hein, c'est un confort psychologique de recevoir des dividendes. Même si, aujourd'hui mon portefeuille personnel pour le coup, je crois que je suis tombé à un rendement de 1 voire un peu moins, hein. Donc, je reçois vraiment pas beaucoup de dividendes par rapport à la totalité de mon portefeuille. Mais de l'autre côté, mon portefeuille n'a jamais autant performé au niveau global. Donc, tu sais, tu as un peu les 2, tu as un peu le meilleur des 2 mondes. Genre le quality dividend, tu as, à la fois une bonne performance parce que tu as des actions de qualité et à la fois tu as un peu de dividende qui vient récompenser, ou en tout cas, assouvir, tes envies d'avoir un peu de cash et un petit peu de Ouais. dividendes, qui tombent, quoi. Et je trouve que ce côté psychologique, il est sous-estimé, tu vois. Moi, je le dis, et d'ailleurs, j'avais posé un sondage, tu sais, sur le forum, et je crois qu'il y a 99% des gens qui disent je réinvestis mes dividendes, tu vois. Et moi, j'ai un peu cette culture de dire bah non, mais verse-toi le dividende, quoi. Fais-toi kiffer avec. Alors, je sais que c'est contre tous les conseils que donnent les gens, parce que on est beaucoup en France sur l'optimisation, il faut payer le moins d'impôts, il faut tout optimiser pour avoir le Mmh. plus possible à la retraite. Mais moi, l'expérience que j'en ai, parce que c'est aussi une expérience que j'ai, parce que je commence, tu sais, ça y est, là, je m'approche du million d'euros de patrimoine. Et du coup, je me dis, bon, bah ça y est, je suis libre financièrement. Et en fait, ça change rien. Et donc, je me dis, en fait, au bout d'un moment, si tu es tout le temps dans cette course à 60 ans, là, j'aurai de l'argent, tu peux te Ouais, retrouver à 60 ans et te dire, putain, en fait, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Et donc, moi, le dividende, ce que j'aime bien, c'est aussi c'est pour ça que je recommande plutôt aux gens de se le verser. Alors oui, si tu fais les calculs et que tu fais les calculs en disant oui, mais si je réinvestis les dividendes, j'aurai encore plus d'argent plus tard. Oui, mais le dividende, tu as déjà payé de l'impôt dessus. Donc c'est de l'argent que tu peux utiliser, tu vois, dans ta vie courante sans être imposé dessus. Tu as déjà payé ta flat tax ou ton truc dessus. À partir du moment où ouais, il t'est versé, il est déjà payé. Donc moi, ma théorie, c'est de dire bah vas-y, fais-toi kiffer avec, tu vois. Invite tes potes à un resto et à la limite, ça va encore plus te motiver à aller gagner de l'argent et à investir encore plus, tu vois. Tu as une réalisation concrète de ce que ça t'apporte, tu vois. Et même ma chérie, tu vois, qui investit, elle avait commencé à 100 euros par mois sur Trade Republic, là on est passé à 400. Elle a dû toucher, tu vois, je sais pas, 20 euros de dividendes, tu vois, sur l'année. Et ben, je lui ai envoyé 20 euros de dividendes, tu vois. Et pour moi, c'est important, tu vois, parce que c'est une preuve concrète que, ok, ce que tu es en train de faire, ça marche, ça fonctionne. Et tu sais aussi, et c'est ça qui est cool avec la stratégie quality, tu sais que 90% des gains continuent de fructifier en bourse et vont te rapporter de plus en plus d'argent. Donc, c'est pas parce que tu te verses le dividende que tu n'auras pas beaucoup d'argent pour le futur. Donc, pour moi, tu vois, ouais. c'est un peu comme ça que je Et le, que je le vois. mais je suis entièrement d'accord et plus j'avance, plus je me dis en fait que il faut faire très, très attention. Attends, je vais te repartager mon écran parce que j'ai fait un espèce de schéma, que je trouvais assez parlant. Heu, Tac. Alors attends, il faut que hop, que je retrouve le truc. C'était sur quoi? Alors, tac, 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 tac. Ça?
Heu, Où là, il y a du ouais, Front c'est c populaire, il y a du ouh là là, ah ouais, c'est tous les j'ai réels. Mais bon, j'ai fait un peu un Picasso, mais en gros, c'était, ce cercle vicieux-là, tu vois? Et c'est exactement ce dont tu parles. C'est en gros, nous aujourd'hui, pour investir, on économise le plus possible. Genre notre objectif, c'est d'économiser le plus possible pour investir le plus possible, le moindre euro, tu vois? Genre, on est vraiment il y a beaucoup de gens qui sont dans cette optimisation-là. Quand ils commencent à investir, ils se disent: «Putain, il faut que j'investisse le plus possible pour mettre le plus de cash dans la machine et que ça me rapporte le plus possible». ouais, ouais. Ton rêve final, c'est la liberté financière. C'est un peu le rêve de tout le monde, que ce soit dans 20 ans, dans 15 ans, en fonction de l'investissement des gens. Sauf qu'en fait, vu que tu te rends compte que ça prend quand même pas mal de temps d'atteindre cette liberté financière, bah, tu es frustré et vu que tu es frustré, bah, tu économises encore plus, tu veux investir le moindre euro, et cetera et cetera et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où tu profites jamais vraiment de tes investissements, de tu profites jamais vraiment de ce que tu as mis en place et tes investissements deviennent ta priorité alors que, pour moi, ça doit alors je mesure mes propos, mais ça doit pas être une priorité. Ça doit être le plus, le complément, ce qui va te faire aller, au next step et ce qui va te permettre d'avoir, bah, du capital en plus, d'avoir des actifs qui vont travailler pour toi. Mais, c'est pas ça la vie. L'investissement, Bien sûr. c'est pas Demain, tu peux ça. te faire Genre rouler, tu peux te faire écraser par un bus, quoi, tu vois. Et ouais, si tu dis, putain, bah, je suis passé à côté de ma jeunesse, ou je suis pas allé manger avec des potes, je suis pas allé au resto. Moi, c'est vrai que ça m'a choqué. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, je vais pas au resto parce que faut que j'économise. Alors, si c'est dans une stratégie, tout ça, et que t'avais, mais je pense qu'il faut pas être à ce point-là, quoi. Vraiment, faut faire très attention à ça. Et surtout, je pense que l'erreur que font beaucoup de ces gens-là, c'est qu'ils ont pas un mindset d'abondance. Ils sont dans un mindset de privation. Moi, il y a un bouquin que ouais, j'aime beaucoup qui s'appelle Millionnaire Mindset. Là, attends, je vais te ressortir le nom. Moi, il m'avait beaucoup aidé. C'est très à l'américaine, mais ça, je pense que c'est vraiment un bouquin que je conseille à chaque fois que j'entends des gens qui sont trop dans cette logique-là. Parce qu'en fait, ce que tu comprends pas, c'est que si tu es trop dans la privation, tu vas pas aussi arriver à gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, si tu comptes le moindre euro, bah, tu vas jamais donner d'euros à des entreprises. Du coup, tu vas jamais vouloir entreprendre toi-même parce que si toi tu dépenses pas, bah, tu vas pas vouloir dépenser toi-même. Donc il y en a qui y arrivent, hein, il y en a qui arrivent en mode fire et je respecte, tu vois, si vraiment ton délire c'est de vivre dans un potager et d'aller au boulot à vélo et de tu vois et de vivre avec très peu, ça peut aussi fonctionner comme stratégie. Mais je pense que la majorité des gens sont beaucoup plus équilibrés et ont envie de pouvoir se faire plaisir régulièrement, tu vois, dépenser, etc. Et moi typiquement, je suis pour une approche beaucoup moins culpabilisante et qui est de se dire, voilà, fais-toi plaisir, imagine ta vie rêvée au niveau de l'argent et les investissements vont t'aider à faire ça, mais ça doit pas, tu dois pas sacrifier en fait aujourd'hui pour le futur. Tu dois ouais. kiffer aujourd'hui pour kiffer encore plus le futur, tu vois, et préparer le futur. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Il faut arriver à faire les deux, je C'est pense. kiffer et optimiser. Kiffer aujourd'hui et optimiser pour le futur. Et c'est faisable à partir de certains, salaires, tu vois? Aujourd'hui, et on a parlé des gens au SMIC. Effectivement, si tu es au SMIC, c'est très compliqué de kiffer aujourd'hui et d'optimiser ton futur. Mais à partir du moment où tu gagnes, je sais pas moi, 2 500 € de salaire si tu es seul, on va dire, pour toi, normalement, si tu es pas trop mauvais, tu peux tout de même réussir à budgétiser une enveloppe d'investissement qui est très correcte. Imaginons 300 € par mois et 300 € par mois, si tu fais ça intelligemment pendant 20 ans, bah, à la fin, tu auras quand même un capital, très intéressant et pourtant, il te reste quand même 2 200 € pour vivre, pour te faire kiffer, pour faire des activités, pour faire du sport, pour voyager, pour faire, tous les trucs qu'on doit faire à notre âge, tu vois? Et moi, j'ai même des gens qui culpabilisaient d'avoir raté un mois de DCA. Alors que tu vois? C'est des choses qui en fait, on c'est tellement matrixé, on en parle tellement de l'optimisation fiscale, de l'optimisation d'investissement, de il faut investir le plus possible, il faut investir le plus tôt possible, il faut avoir, la stratégie la plus optimisée possible, que je pense malgré nous qu'on en devient un peu culpabilisant pour les gens. Alors Ouais, les c'est, gens y mettent. avec bon fond, hein, c'est pas le c'est vrai ce qu'on dit, c'est le but c'est de faire tout ça, mais calm down, tu vois? Genre en mode, Bah, c'est comme, pas de toute façon, grave c'est comme si une tu diète. rates, Je le vois comme une diète. C'est-à-dire qu'en moyenne, je sais pas, ton corps, il brûle 2000 calories par jour pour un homme. Si tu t'amuses à descendre, enfin, si tu descends, si t'es malin et que tu descends à 1800, tu vas brûler du gras et c'est super et tu vas avoir tes abdos. Si tu commences à descendre à 1500 calories, ce qui va se passer, c'est que tout le système, tout ton corps, tu vas te sentir comme une merde, tout ton corps va plus du tout fonctionner. Et je trouve que l'analogie, elle est très bonne, tu vois, parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont trop loin en fait dans l'économie et in fine, bah, ils se retrouvent à plus du tout kiffer leur vie. Et en fait, tu vois, à la limite, tu peux te dégoûter de l'investissement et tu peux tout arrêter, tu vois. Et à nouveau, ce qui compte, c'est un marathon. C'est-à-dire que le but, c'est de le faire pendant 30 ans. Donc, si déjà, tu vois qu'au bout d'un an, tu as de la frustration et tu vois, tu te prives de plein de choses, stop, arrête, arrête. Ça veut dire que ton niveau d'épargne il est trop élevé. Et donc, c'est trouver le sweet spot. Et tu en as très bien parlé. C'est de se dire, ok, je gagne combien réalistiquement je peux mettre de côté. Et des fois, moi, je dis souvent aux gens, il vaut mieux démarrer avec un montant qui est plus petit dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ok, tu mets 100 € par mois, bah, c'est déjà très bien. Ou tu mets 50 € par mois, tu mets vraiment un montant avec lequel tu te sens à l'aise. Et petit à petit, tu dis, ok, bah là j'ai un peu plus d'argent, vas-y, j'augmente un petit peu ce palier. Mais vraiment le faire progressivement et te sentir bien à l'aise, etc.
plutôt que à nouveau descendre tes calories à 1500 et dire allez, je vais vivre Ouais. avec 500 euros par mois et être complètement en galère. Mais Il ça, faut pas être pressé. on a ce discours-là de commence tranquille, même si tu as de l'épargne de côté, commence tranquille, etc. Mais en fait, on voit tellement sur les réseaux, tu sais, le warning, ton argent se fait bouffer par l'inflation si tu le laisses non investi, machin bidule, qu'on met de l'urgence sur tout ça, alors que chacun devrait avoir le temps de monter en compétence, d'apprécier le processus et d'investir en fonction de ses capacités, que ce soit financières ou cognitives et psychologiques, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis à un mec, ton argent se fait brûler par l'inflation, vite, 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 faut que tu investisses tes 20 000 euros parce que c'est 20 000 euros qui sont au-dessus de ton épargne de précaution, donc tu dois les investir vite. Bah, en fait, tu mets un peu, tu dis, ouais, putain, pression, quoi, faut que je le fasse, sinon je perds de l'argent. Ouais, et puis en Alors qu'en plus, fait, les tu gens peux se commencer sentent tranquille. pas. Tu sais, moi, mes potes qui ont de l'argent comme ça, en fait, ils savent qu'ils doivent le faire, mais en fait, si tu les culpabilises encore plus, ils ont encore moins envie de le faire. Donc, moi, je me dis, non, petit à petit, fun, mets en place, tranquille. Je veux dire, si t'as jamais couru de ta vie, si tu sors dehors et tu cours pendant 2 minutes, 5 minutes, c'est déjà, tu vois, t'as déjà fait ton premier pas. Et donc, c'est pareil. J'ai des potes, ils ont acheté 100 euros d'actions, ils pourraient mettre beaucoup plus, mais l'idée, c'est d'y aller petit à petit, quoi. Et surtout, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que l'investissement, c'est super de le faire jeune, etc. Et je pense que c'est une case qui est importante. Mais on en avait souvent parlé ensemble, c'est super important aussi d'investir dans sa propre formation, dans ses compétences, et ça peut te rapporter beaucoup plus d'argent sur le long terme. Donc moi, la manière dont je le vois, y a trois piliers. Il y a économiser, gagner plus et investir plus. Pour moi, tu commences en mettant de côté. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'épargne, c'est-à-dire que tu dépenses toujours tout ce que tu gagnes, il n'y a pas de liberté financière, c'est impossible. Donc déjà, première étape, c'est de te dire, ok, il faut que aujourd'hui, je gagne 2000, je dépense 2000, il faut que j'arrive à dépenser 1900 ou 1950, tu vois, pour déjà prendre des habitudes d'épargne. Donc déjà, ça, c'est super important et c'est le premier pas que beaucoup de gens arrivent à faire. En France, on a une culture de l'épargne qui est importante et donc ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, deuxième étape, une fois que tu as mis cet argent de côté, pas la laisser sur un livret A, l'investir, donc tu crées ton fonds de sécurité et ensuite tu l'investis. Ça aussi, on a pas mal de clients qui y arrivent. Maintenant, une fois que tu as fait ça, la majorité des gens, ils se disent, ok, bon bah il faut que je continue d'optimiser, tu vois, ces deux notions-là. Donc ils se disent, ok, bah faut que je dépense encore moins, faut que j'arrive à investir encore plus, et ils sont uniquement sur ces deux paliers. Sauf qu'il existe un troisième palier qui lui est infini, il y a aucune limite, c'est gagner plus d'argent. Et je pense Ouais. qu'une fois que tu as mis une bonne stratégie sur, ok, je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais toujours dépenser un peu moins que ce que je gagne, et donc je vais avoir de l'épargne, et que cette épargne va être investie, eh ben, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est Gagner plus. développer tes compétences pour gagner plus. Et là, c'est très important d'investir dans ta formation. C'est-à-dire que le problème avec un mec, par exemple, qui, je sais pas, un jeune étudiant qui gagne 1500 euros par mois et qui investit 1000 euros en bourse parce qu'il vit chez ses parents et qui dépense ses 500 euros restants, où est l'argent pour te former, pour développer tes compétences et pour pouvoir gagner plus que 1500 euros? Parce que là, tu vois, là, tu as vraiment un levier important que tu vas pouvoir utiliser. Et, Et on est et, et ça, la on preuve en. vivante que, enfin, pour le coup, nous deux, c'est exactement ce qu'on a fait, tu vois. Moi, j'ai commencé, si je parle de mon parcours, j'ai commencé en tant que kiné, j'ai commencé à investir. J'investissais des sommes importantes, entre 1000 et 1200 euros par mois. Au final, aujourd'hui, je suis plus kiné, donc j'investis un petit peu moins. Mais en fait, tout le delta que je n'investis plus en bourse aujourd'hui, parce que j'investis environ 500 euros par mois, tu vois, aujourd'hui, bah, tout le delta, en fait, c'est ce qui m'a permis de me former, d'acheter plein de formations en bourse, de lancer justement mon business. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai quand même un business qui tourne et qui me permet d'avoir des revenus qui sont bien plus importants que ce que j'avais avant. Genre, j'ai calculé là, en 6 mois, j'ai fait plus de chiffre d'affaires que sur mon activité de kiné en 1 an. Et si j'avais pas fait cet effort de me former, de comprendre, de vouloir, aller plus loin et de m'amuser, en fait, parce que ça aussi, il faut le dire, genre gagner plus, c'est une métrique mesurable, OK, tu gagnes plus d'argent, mais ça veut pas forcément dire que tu trimes plus ou que tu te fais, plus chier qu'avant. Genre, tu peux très bien gagner plus tout en appréciant ce que tu fais, tu vois? Genre aujourd'hui, j'ai même plus vraiment l'impression de travailler. Certes, il y a des trucs chiants, mais globalement, je me dis plus le dimanche soir: «Putain merde, il faut que j'aille, bosser demain», alors que je gagne plus d'argent qu'avant, tu vois? Et ça fait péter des croyances et c'est un levier qui est extrêmement important parce que Ouais. c'est le levier, en fait, même si on reprend l'investissement en bourse, c'est le levier qui va avoir le plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, si tu optimises ta performance, très bien, mais tu peux pas, faire, 30 par an, mis à part si tu prends des risques démesurés. Au bout d'un moment, tu es un peu capé par, l'investissement long terme, par la stratégie que tu mets en place. Deuxièmement, le temps. Bah, ton âge, tu peux pas revenir en arrière, hein. Si tu commences à 35 ans, bah, tu commences à 35 ans. Si tu commences à 20 ans, tu commences à 20 ans. Donc quel est le troisième pilier sur lequel tu peux le plus jouer? C'est le montant que tu vas investir, le capital. Et le capital, bah, tu vas le chercher en ayant plus de revenus. Et donc, bah, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et je pense que l'erreur, tu vois, quand on dit gagner plus, il faut faire attention parce que tu as plein de jeunes, tu vois, qui vont se dire, bah tiens, je vais faire des études d'avocat ou je vais devenir médecin parce que c'est ce qui gagne le plus.
Mais ça, tu vois, c'est une grosse erreur. Tu parlais de la passion, je pense que c'est hyper important. En fait, pour gagner plus, il faut aimer ce que tu fais, faut être passionné. Et nous, on s'est dirigé vers la bourse parce que c'était vraiment un sujet qui nous bottait à fond. Si vous nous écoutez dans le podcast, probablement que tout ce qui concerne le monde financier vous intéresse beaucoup aussi. Donc, il y a plein de métiers. Nous, on est voilà, youtubeurs, on formateur, mais il y a plein d'autres métiers auxquels on n'est pas forcément exposé. Il y a plein de gens, il y a des analystes, il y a des gens voilà, qui bossent en salle des marchés, Mmh. il y a des gens Pour voilà, la il y a fusion plein de métiers. acquisition. Voilà, il y a plein de métiers différents. Tu peux aussi monter des business. Et tu vois, et je me dis, en fait, c'est ça qui manque, je pense, en France, c'est un esprit entrepreneurial, montrer des réussites, montrer des gens qui ont réussi avec des concepts. Et il y a des concepts qui fonctionnent même à petite échelle, en local. Tu vois, là, moi, je suis de retour au Puy et je vois des restos qui cartonnent. Et je me dis, bah ouais, t'as plein de concepts comme ça que tu peux monter et qui vont te permettre de développer et surtout profiter quand t'es jeune. On a souvent un public qui est assez jeune pour prendre un peu plus des risques. Et même moi, je le vois dans ma formation. Là, je vois des mecs, j'ai vu des gars qui sortent des applis, qui lancent des trucs. Donc, je trouve ça chouette parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, tu es consommateur et après, il faut aussi que tu sois acteur dans les projets qui te plaisent. Et c'est comme ça que tu vas aussi démultiplier ton revenu. Et tu n'es pas obligé à nouveau d'être toi-même entrepreneur. Tu peux aussi travailler pour quelqu'un qui a un projet que tu adores. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Et toi, même, on est rentré en contact un peu comme ça. Ouais. C'est waouh, j'adore ce que ce mec il fait. Bah tiens, je vais le contacter, je vais essayer de lui proposer mon aide et je vais pouvoir aussi développer mes revenus, quoi. Mais et c'est que ça, c'est le next step que je commence à avoir un petit peu où tu te dis, putain, genre, j'ai 2 personnes dans la formation qui se lancent justement sur les réseaux, j'ai aussi envie de parler de mon parcours au niveau de l'investissement, et cetera. Donc, tu te dis, au début, je me disais, vas-y, enfin, de la concurrence, entre guillemets, ou alors ils vont copier ou machin bidule. Mais en fait, genre, tu prends un peu de recul et tu te dis, c'est juste trop cool. Genre, les mecs, ils ont tellement kiffé ce que tu as fait qu'ils disent, «Bah, en fait, Ouais. c'est inspirant et moi aussi j'ai envie de me lancer. Moi aussi j'ai envie, d'aider, bah, des personnes à faire ça». Donc, c'est très cool et c'est encore plus cool de voir des personnes, bah, dans la formation qui sont impliquées et j'espère pour eux qu'ils vont réussir, tu vois? Parce que moi aujourd'hui, si tu m'avais pas tendu la main au départ, j'en serais pas, là où je suis aujourd'hui, tu vois? Donc, Non, c'est c'est super c'est important cool. de redonner. Et puis, je pense que, comme tu dis, la concurrence. En fait, ce qu'il faut, c'est ils développent leur propre voie. C'est-à-dire qu'à un moment, faut pas. Ce qui est chiant sur YouTube, Oui, c'est faut pas quand tu copier, vois oui. des faux, tu vois, des mecs qui se donnent un genre et qui essaient de copier des trucs déjà existants. Tu sens que c'est pas naturel. Et puis, t'es pas bon tout de suite au début. Mais dans tous les cas, même si ça réussit pas, je pense que tu apprends beaucoup à travers une expérience entrepreneuriale. Il y avait un mec, j'aimais beaucoup, il disait que finalement, créer une entreprise, c'est la meilleure expérience de développement personnel que tu peux faire parce que tu dois tout apprendre, tu dois gagner confiance en toi pour lancer tes projets, tu dois apprendre à gérer potentiellement une équipe, tu dois te former sur évidemment la création de structures en France, comment ça fonctionne, etc. Donc je pense que tu sors un peu de ta zone de confort et tu es dans une optique de croissance. Et donc dans tous les cas, tu vas ressortir de ça avec quelque chose de bien, même si peut-être que tu vas faire des vidéos. Il y a plein de gens qui se rendent compte qu'ils font des vidéos et ça leur correspond pas. Parce qu'en fait, eux, ils vont préférer peut-être être plutôt développeurs, être dans les coulisses, faire autre chose. Donc il faut aussi être touche à touche, je pense, pour finir par trouver. Moi, tu vois, ça fait 10 ans que je suis sur le net et j'ai fait 4 ou 5 business models différents avant de trouver celui-là qui me correspond. Donc, faut pas aussi penser que dès le premier coup, ça va fonctionner. Il faut toujours être dans cette logique. Ok, je suis en train de faire des trucs stylés que je connais pas et donc je suis en train d'apprendre à fond. Et je suis en train de développer mes compétences. Et voilà, au bout de 10 ans, je pense que j'aurai développé une carrière, un métier qui me plaira vraiment et dans lequel je serai épanoui aussi bien personnellement que financièrement, quoi. Mais et peu importe le sujet, hein, en plus, hein. Parce qu'il y a tellement à faire. Moi, tu vois, j'étais dans la formation d'Antoine Blanco justement pour m'aider à passer un peu le next step et pouvoir vivre vraiment de mon activité. Et j'ai vu des mecs monter des business sur des trucs. Je me dis, mais comment c'est possible? Genre, il y a un mec qui fait des cours de trompette à distance. Et ben, il gagne sa vie, suffisamment sa vie, en donnant des cours de trompette à distance. Et C'est incroyable il y a aujourd'hui. En fait, le réseau est en train de. Enfin, tu vois, en fait, vu que tu peux te connecter au monde entier, tu peux être dans un tout petite ville et mmh, avoir une passion qui est très nichée. Et en fait, trouver des gens. Aujourd'hui, ouais, on en avait parlé. Il y a des mecs qui font des vidéos sur One Piece et ils gagnent leur vie avec ça. Et c'est super, tu vois, parce qu'en fait, il n'y a aucune limite. En fait, moi aujourd'hui, si je me dis, si tu as une passion, peu importe, je pense que avec Internet, tu peux trouver des gens passionnés et tu peux ouais. probablement monétiser si toi, tu es à fond et que tu leur apportes quelque chose d'intéressant Mais je pense que, par rapport à ce aujourd'hui, on est sujet-là. arrivé quand même sur, enfin, une période où, les réseaux sociaux sont tu sais, c'est un peu le mote des petits entrepreneurs, tu vois? Genre, l'effet des réseaux enfin, la communauté que tu vas fédérer, les gens qui te suivent et cetera, c'est quand même quelque chose qui est très puissant. Genre vraiment très, très puissant. Si tu es un créateur,
éthique, que tu fais pas de la merde et que tu aides vraiment les gens et que tu es bon dans ce que tu fais, avoir une audience qui suit ce que tu fais et qui apprécie ton contenu, c'est trop puissant et ça, peu importe la niche, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, que ce soit, les jeux vidéo. Tu vois, avec Twitch, il y a des mecs qui arrivent, à gagner leur vie, avec, Twitch en jouant à Call of, tu vois? Moi, mes parents, quand tu leur dis ça, tu dis: «Mais déjà qu'ils comprennent même pas l'intérêt de jouer aux jeux vidéo». Alors, mon gars, comprendre l'intérêt de regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo et qu'en plus de ça, il gagne de l'argent en faisant ça, mais c'est lunaire, tu vois? Et pourtant, il y a plein de personnes qui arrivent à développer ce genre de choses. Donc internet, c'est vraiment une chance, ouais. On, C'est on- puis c on est un peu sorti du sujet, tu sais, à la base où on parlait Ouais, des de ouf. législatives, mais je pense que c'est bien parce que finalement, on arrive avec un discours, je pense, qui est un peu plus optimiste que des discours justement plutôt pessimistes en disant, bah voilà, le monde est foutu parce qu'il va y avoir plus d'impôts. Là, on essaie de dire, finalement, créons de la valeur ensemble, essayons de trouver, chacun essayons de trouver qu'est-ce qui nous anime au fond. Et en faisant ça, on va arriver à atteindre un truc qui est chouette. Moi, j'avais noté deux, trois trucs que je voulais partager, mon Clem, et que j'ai pas partagé. Donc à la limite, si tu vois mon écran là, Yes. pour que les gens, parce qu'après les gens en commentaire vont pas être contents. Voilà quelques livres de business qui m'avaient inspiré. Et tu sais, je te disais The Secret of the Millionaire Mind. Il m'avait Ouais, beaucoup inspiré ce livre-là sur le côté de l'importance de l'abondance, l'importance d'être dans un bon mindset. Voilà, c'est le inner game of wealth et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une grande part qui est à l'intérieur. Et si tu es dans une logique justement de les riches sont des enfoirés ou il faut vraiment que je dépense le moins possible parce que sinon on va me prendre mon argent, en fait, tu peux pas. Voilà, si tu es trop en mode Picsou, je pense que c'est pas ouais, comme ça que tu accumules de c'est l'argent. pas et C'est juste, plutôt en étant dans une logique abondante. je vois qu'il est en version anglaise. Moi, j'en ai un à recommander aussi, je pense que tu le connais, c'est, l'Almanach de Naval Ravikant Oui, très très qui est bien très aussi. Bah, bien aussi. C'est un il est peu le là, même regarde. sujet, tu vois? Ouais, voilà, Il est là. c'est un peu le même sujet, c'est à la fois, la réussite financière, mais corrélé aussi au bonheur et justement au fait que, qu'il faut être dans cet état d'esprit d'abondance et qu'il faut pas, qu'il faut pas se restreindre et tout au long de sa vie et il est très intéressant aussi et Ouais, un peu plus j'avais d'actualité, il donne des tips. Ouais, ouais, non, c'est très ouais, bien. Ça, c'est plus mindset et Almanach, il est plus cas concret de quand tu veux te réinventer, quand tu veux lancer un nouveau business et tout. Donc, ouais, carrément, je recommande fortement. J'avais fait ce calcul aussi CTO versus PEA, tu vois, je l'ai fait récemment, puisqu'actuellement, on surperforme de 12%. Du coup, le S&P 500 sur le compte Trident. Mais si on prend en compte la performance, la différence d'enveloppe fiscale sur le PEA, on voit que ça baisse quand même pas mal. On passe de 12% à 3% de surperformance, tu vois. Donc, je trouvais ça intéressant de montrer que, en effet, en fonction de l'enveloppe que tu choisis, in fine, ça peut avoir un impact. Même si le but, évidemment, là, on n'est que sur un an et demi de performance, et plus ta surperformance, elle dure dans le temps, et plus, en fait, cette différence, elle va prendre de l'importance, en fait. Donc, pour moi, ça reste toujours le plus intéressant, reste toujours, évidemment, de se positionner sur ce qui peut te rapporter le plus en aide d'impôt. Et pas oublier que ce 17,2, il peut bouger, et ce 30 aussi, il peut bouger. Tu sais, dans l'héritage, tu peux effacer les plus-values. Enfin, il y a pas mal d'optimisation en France, et c'est ça qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a les chiffres, ils sont comme ça, mais en réalité, ça peut beaucoup bouger. Et notamment, là, on en a parlé avec les législatives, il peut y avoir des impacts qui font aussi bien sur le compte titre que sur le PEA, qui peuvent changer ces ouais. chiffres-là. Donc pour moi, le plus important, avant de penser à la fiscalité qui peut pas mal bouger, c'est quand même aussi d'optimiser clairement les types d'investissements dans lesquels tu es. Et pourquoi moi j'ai tendance à préférer me concentrer sur le compte titre. Je ne sais pas si je t'avais montré, tu sais, aujourd'hui, on a sur la Trident, on a combien? On a 2189 entreprises. Si on sélectionne que les entreprises qui ont une note verte, donc pour moi qui sont vraiment les plus intéressantes, on n'en a plus que 89. Donc on voit que le système est quand même assez exigeant en termes de quality. Tu vois, on va retrouver du Visa, Mastercard, Intuit, Clack, Nemetschek, Applied Material. Et donc on en a, je te dis, 89. Et quand on passe sur PEA, donc on a l'option juste ici, PEA, on n'en a plus que 10. 10, ouais. Donc ça veut dire que voilà, et j'estime qu'il y a Et 80%, et je pense que c'est assez équilibré, il y a 80% des entreprises les plus qualitatives au monde qui sont en dehors de l'Europe, mais il y en a quand même certaines qui sont en Europe, et donc c'est ces ouais et boîtes-là puis, qui peuvent être intéressantes à creuser. genre tu vois, il y a certains PEA en plus qui ne rendent pas éligibles certaines de ces actions-là. Novo Nordisk ne se trouve pas sur tous les PEA, Accenture idem, Evolution AB idem. Donc en fait ça et ASML, faudrait regarder un peu. Mais, il y a Ouais, certaines entreprises qu'on et ne puis tu as trouve plus pas sur tous de les PEA donc faut en Et plus puis tu as plus de frais, tu es sur des plateformes qui sont moins sexy, tu as pas les, tu sais, t'as pas les fractions d'action, donc du coup ça c'est pas ouf. ouais, En fait, moi je me dis il faut faire très attention à ça parce que pareil, c'est bien de dire on optimise tout, mais imagine tu es sur une interface sur PEA qui te plaît pas, du coup tu trouves ça chiant d'aller dessus, tu perds du temps, et ben tu peux te démotiver et plus investir juste parce que la plateforme est pas, tu vois, est pas ouf.
Et tu vois, ouais, moi j'avais entendu des mecs qui m'avaient dit que pour Evolution AB, ils avaient dû téléphoner pour passer un ordre. Non, mais je veux dire, dans ce cas-là, achète-le Ah ouais, sur ton compte. là, Enfin, moi j'ai envie de dire, achète-la sur ton compte titre. Parce qu'en vrai, s'il faut téléphoner à chaque fois que tu veux passer un ordre, tu vois, c'est pas possible. mais Enfin, même, on est en quoi? On est en imaginons 90. Hermès, ouais, c'est ça, mais Hermès, si tu as un prix de la part qui est excessivement haut, bon, Hermès, je pense que c'est pas forcément le meilleur moment pour l'acheter, donc c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais Hermès aujourd'hui, si tu veux l'acheter, tu dois lâcher plus de 2000 balles sur PEA. Tout le monde ne peut pas se Donc, permettre de lâcher ah oui. 2000 balles. Ou alors, ils Ouais. vont mettre en fait, ils vont pas investir pendant 6 mois pour potentiellement acheter Hermès au bout de 6 mois. Mais est-ce que ce sera la même valorisation qu'au moment où ils ont pris la décision de se placer sur cette boîte-là? Enfin bref, il y a des avantages, des inconvénients. Moi, ce que je Ouais. pense et ce que je répète, et il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais j'ai comme tout le temps. Mais en gros, tu dois te concentrer sur la qualité de ce que tu vas avoir au niveau de tes portefeuilles, donc la qualité de tes actifs, la performance que tu espères avec ces actifs-là. Tu dois optimiser ta performance et évidemment, tu vas optimiser les paramètres fiscaux, mais en dernier, tu vois. Je Si suis d'accord. aujourd'hui tu vas acheter LVMH parce que c'est une entreprise de qualité, que tu penses qu'elle va avoir un bon rendement, machin bidule, évidemment, tu vas la mettre dans ton PEA si tu peux la mettre dans ton PEA, que tu as les moyens d'acheter une action à 700 balles parce que c'est optimisé, c'est sûr. Mais si LVMH n'est pas l'action la plus intéressante aujourd'hui et que tu en as une sur compte titre, ben va sur compte titre. Ouais, Il n'y clairement. a, il y a Et pas de débat, je pense. surtout que les dividendes, on en a parlé, mais tu sais, tu peux pas récupérer l'imposition à la source. C'est à des pays, donc ça, faut regarder parce que l'Italie, ils vont te prendre un pourcentage sur tes dividendes qui peut être assez important. Et du coup, ça peut fausser ton calcul, quoi. Mon Clem, on fait une Ouais, petite pause. J'ai la ouais, livraison, bouge pas, je reviens. vas-y, vas-y. Ouais, Euh, donc excusez-moi, les livreurs, c'est pratique d'avoir les places ISOD, mais c'est vrai que c'est pas forcément très pratique, ça livre jamais au bon moment. Mais du coup, oui, on parlait des actions, et en effet, oui, je disais, il y a aussi un impact, tu sais, sur les relevés à la source sur les dividendes. Quand tu es sur ouais, des actions européennes, tu peux te retrouver in fine à payer un peu plus d'impôts sur les dividendes que sur les actions sur compte titre, au final, en fonction des pays. Donc là, pareil, voilà, si c'est dans une stratégie à dividende, bah, ça peut un peu t'embêter. En même temps, d'ailleurs, dividende, on a vu que c'est pas le plus gros du revenu, mais voilà. ouais, d'ailleurs, il y a un truc qui est assez flagrant au niveau de la déclaration d'impôt chaque année, c'est que la flat tax n'est pas réellement de 30% sur les dividendes, parce que tu sais, t'as le précompte à la source là, et t'as le taux applicable dans la notice qui n'est pas de 15%, mais qui est de souvent 16,7 ou 17, ouais, je crois que c'est 16,7%. Donc tu payes un tout petit peu plus que 30% d'imposition. Donc c'est léger, mais c'est quand même à noter. Ouais, c'est intéressant de le noter, de le souligner aussi, parce qu'en plus, ça évolue pas mal à chaque fois la fiscalité en fonction des pays, etc. Mais je suis d'accord avec toi. Au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment si tu vas avoir des CGP et tout, qui vont dire ah ouais, tu pourrais optimiser, payer moins d'impôts sur tel truc. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est plus en effet avant tout la fiscalité et ensuite seulement les actions qui passent. Tu vois. Alors que moi, en Oui, effet, je serais comme toi, c'est-à-dire que je regarderais d'abord quelles sont les plus belles entreprises du monde, celles qui me parlent le plus, celles dont je consomme les produits, etc. Et ensuite, je me dirais, ah bah tiens, en plus, tu sais, ça serait juste un argument en plus. Ah, elle est éligible au PEA. Alors que, tu vois, c'est-à-dire que ça fait un argument parmi tous les critères que je regarde, tu vois. C'est-à-dire, je me dirais, ah bah cool, elle a une bonne croissance et aussi elle est éligible au PEA. Ou ah non, elle n'est pas éligible au PEA. Mais tu vois, c'est un critère parmi tous les autres, tu vois. Et je le mettrais pas comme le critère prédominant, c'est-à-dire, je me dirais pas, ok, le plus important c'est qu'elle soit au PEA et ensuite, tu vois. Non, mais je le verrais plus comme ça, tu vois. c'est valable pour tous les investissements, hein, parce que quand tu parles des CGP qui proposent, par exemple, parfois des investissements défiscalisants sur le Pinel, sur ce genre de choses-là, je sais même, enfin, ça existe encore, je crois, mais ça avait vocation peut-être à disparaître. Enfin, je sais plus trop où ça en est. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de ouf. Mais ouais, en gros, la proposition, c'est pas faites un investissement rentable, c'est faites un investissement défiscalisant. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette défiscalisation va me permettre de faire mieux que un investissement classique qui m'aura apporté, je sais pas moi, 10% de rendement? Est-ce qu'avec cet investissement-là, je vais faire peut-être 6% de rendement et 6% de défiscalisation, ce qui va m'apporter un rendement de 12%? Là, oui, ça fait sens, c'est intéressant. Mais si tu prends que en compte la fiscalité, et c'est souvent ce qui est pris, et c'est comme ça que se sont retrouvés pas mal de personnes de la génération de nos parents, ou un peu en dessous, à se taper des Pinel à la con, qui sont invendables et qui ont des loyers vraiment capés, pourris, et qui ont eu très très peu de rentabilité. Bah, en fait, ils se sont fait avoir, tu vois. Ils ont Et c'est défiscalisé.
Mais C'est aussi, je pense que le truc que beaucoup de Français ont du mal à comprendre, c'est, tu sais, c'est le coût d'opportunité. Par exemple, ma sœur, elle me dit toujours, regarde, en immobilier, je préfère, tu sais, c'est le fameux, je préfère rembourser mon crédit plutôt que payer un loyer. Mais en fait, il y a plein de. J'ai vu une super vidéo d'un Américain là-dessus. En fait, c'est très compliqué de savoir s'il faut que tu loues ou s'il faut que tu achètes. Ça dépend de beaucoup de paramètres, tu vois. Donc, il y a des paramètres personnels, tu vois. Tu te dis, bon, je veux fonder une famille, etc. Mais c'est pas aussi simple que de dire, tu vois, beaucoup de gens se disent, ah bah non, mais je préfère payer. Tu vois, la réflexion, c'est simple, c'est je gaspille mon argent dans un loyer alors que je pourrais rembourser un crédit et la maison m'appartiendrait. Sauf qu'il y a plein de gens qui oublient des trucs. Tu oublies que, en fait, quand tu rembourses le crédit, tu rembourses une partie d'intérêt. Donc, l'intérêt, tu vas pas le retrouver. L'intérêt, il part dans la banque. Tu oublies que généralement, quand tu es propriétaire, tu vas avoir plus d'impôts à payer, tu vas avoir plus de potentiellement de travaux. Tu as des villes où ça coûte où l'immobilier est très très cher, par exemple Paris, et la location est pas si chère finalement par rapport au prix. Donc tu vois, il faut aussi mmh, prendre ça en compte. Tu estimes que tu vas pouvoir revendre ton bien dans 10 ans, mais si ça se trouve, tu vas vouloir te barrer au bout de 2 ans. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres qui entrent tu en compte. tu, et tu Et vas-y. un des derniers pour terminer, pour revenir sur le coût d'opportunité, si tu fais un apport, et alors c'est pas toujours le cas, et c'est bien, il y a des gens qui arrivent à financer sans apport, et en France là-dessus on a pas mal de chance, mais si tu fais un apport, imaginons de 10 000 ou 20 000 euros, il y a beaucoup de gens qui font pas le calcul de se dire, ces 20 000 euros d'apport, j'aurais pu les mettre en bourse, j'aurais pu faire 10% par an, et donc in fine, dans 10 ans, ils auraient valu tant, alors que là, je les ai bloqués dans un bien qui peut-être ne va pas s'apprécier autant. Et donc, tu vois, je trouve Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça à après prendre en compte, ce qui. pour nuancer, ton propos par rapport à l'IMO, en fait, ça dépend parce que si ton apport te permet de lever beaucoup de dettes pour faire une opération qui est très rentable, ben en fait, ce capital-là est très bien utilisé puisque tu vas pouvoir avoir une rentabilité sur un capital qui est démultiplié. Donc c'est le calcul est un peu différent quand même. Oui, mais du Mais coup, si tu compares, en fait, le truc, c'est que si tu fais le travail de comparaison, évidemment, tu vas pas comparer pareil si ça te coûte zéro et si ça te coûte 20 000 d'apport. Parce que si tu me dois mettre 20 000 d'apport, il faut que tu mettes dans ton oui, bien opportunity sûr, mais cost. si tu compares, bourse et immobilier, si tu investis 20 000 € en bourse, tu vas faire 10 sur 20 000 € par exemple par an, ça va t'apporter tant. Si tu mets 20 000 € d'apport, mais que ces 20 000 € d'apport te permettent de débloquer 200 000 par exemple. Donc tu vas avoir une rentabilité peut-être inférieure, donc peut-être, de 7 au lieu de 10, mais tu vas avoir une rentabilité sur 220 et pas sur 20 000. Donc l'un dans l'autre, tu vas avoir quand même, un effet bénéfique à cet apport-là. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi que Mais tu as un coût d'opportunité, c'est imaginons, tu as une RP, donc une résidence principale dans laquelle tu as un crédit que tu rembourses, tu as des intérêts que tu payes. Beh, est-ce que c'est pas plus intéressant de prendre un loyer, enfin une location et d'utiliser ta capacité d'emprunt pour aller faire du locatif et garder, du coup ta capacité d'emprunt pour aller plutôt multiplier des opérations immobilières si jamais toi ça t'intéresse vraiment de faire ça, plutôt que de t'endetter, jusqu'au cou et d'être bloqué, tu vois? t'as souligné le grand problème que moi je vois, c'est que pour moi, l'IMO, c'est quasiment un business. C'est-à-dire que soit Ah tu oui, te mets à fond dedans et c'est cool et c'est bien et franchement, je t'encourage. Là où pour moi, je lève un petit peu, tu vois, l'inquiétude, c'est que quand tu me dis oui, on va faire 7% par an avec mon bien IMO, en France, quand même, les prix de l'immobilier sont élevés. C'est pas forcément facile d'obtenir de la rentabilité. Il faut se former, il faut aller dans les bons endroits. Il y a quand même plein de gens qui achètent des biens, ils font 0% de rentabilité, tu vois. Donc déjà, il y a ce problème-là. Tu es lié à l'État français qui adore taxer et mettre des nouvelles taxes avec les législatives. Bah là, on en parle, tu vois, potentiellement que l'immobilier, à nouveau, on le voit sur les normes déjà actuelles, tu vois, qui deviennent plus exigeantes. Tu sais aussi que c'est quelque chose. Pour moi, en fait, c'est un business qui est quand même assez risqué. Parce que finalement, tu mets un gros montant de capital dans un seul lieu et tu es lié à un seul pays qui peut aussi changer ses lois. Et on le voit, par exemple, il y a plein de mecs tu vois, qui disaient ouais, je fais 14% ou 20% de rendement avec l'Airbnb, c'est un truc de fou. Et là, l'Airbnb, c'est annulé. Donc, il y a plein de villes où c'est annulé. Mon pote, pareil, tu vois, il y a des. J'ai un pote qui est à Paris, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à louer son appart pour les JO. Tu vois. Alors que tout le monde disait les JO, ça va se louer comme des petits pains et tout. Tu vois. Donc, c'est plus que c'est un vrai business. Et du coup, vu que c'est un vrai business, moi, l'immobilier, pour moi, le coût d'opportunité, c'est tout ce temps que je passe à faire des biens immobiliers, à aller chez le notaire, à signer, à visiter des apparts. Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui pourraient faire des business et plus simples, peut-être plus diversifiés, dans lesquels ils prendraient plus de plaisir. Donc moi, c'est surtout ça que je challenge les gens et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, par exemple du web, se mettre dans l'immobilier et je comprends pas bien la logique. C'est-à-dire pour moi, soit tu... Enfin, je sais que toi, tu fais les deux, donc tu vas pouvoir me donner un peu ouais, je des fais les arguments, 2 doucement, hein, vraiment doucement. tu vois. Mais Mais c'est vrai que moi, j'ai plus de la politique de dire, vas-y, trouve un truc qui marche et fais-le à fond. Parce que crois pas que l'immobilier, autant la bourse, tu vois, moi j'y crois, c'est-à-dire que je pense que tu peux être à fond sur un truc et avoir la bourse à côté avec des ETF ou avec une stratégie de stock picking assez simple.
Mais par contre, avoir un business, t'es à fond, et tu peux pas me faire croire que l'immobilier te prend très peu de temps. La réalité, c'est que si tu Non, veux non, faire de la renta, mais ça va te moi, demander je du suis temps. entièrement d'accord avec toi. Par contre, pour le coup, on en parlait tout à l'heure de développer un petit peu son patrimoine, de développer ses revenus, l'immobilier est quand même un levier en France qui est fort. Et pour quelqu'un qui est salarié et qui justement se trouve un peu capé et qui a des compétences dans des travaux, qui aime bien Complètement. faire tout ça, tu vois, là pour le coup, c'est un levier qui est méga intéressant parce que Mais tu peux c'est un side bâtir des business. empires. C'est un C'est side un business. business. Pour moi, Oui, bien sûr. voilà, Mais ça peut c'est être une comme. activité, quoi. Ça peut très très bien rapporter. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est un Mais side oui, business qui ça. est plus simple parce que tu sais que tu prends moins de risques, entre guillemets, parce que si tu lances un side business comme nous, une activité sur YouTube, ça peut te rapporter zéro comme ça peut te rapporter des millions. Alors que quand tu fais un bien immobilier, tu sais Tu es à que tu peu vas près sûr toujours de ce que gagner tu un vas petit recevoir. peu. Voilà, tu sais à peu près Ouais. ce que tu vas recevoir. Donc c'est un peu. C'est d'ailleurs un mec qui disait ça peut être aussi un pied à l'étrier. Il y a des gens qui commencent par l'IMO et ensuite ils se lancent en entrepreneuriat parce que ils ont besoin de, tu vois, d'aller peut-être plus progressivement. Donc là-dessus, Oui. je te Et, rejoins et complètement. moi, mon exemple personnel, tu vois, aujourd'hui, j'ai 3 lots immobiliers, mais ça me prend pas beaucoup de temps, tu vois. J'en ai 2 à la loc, un pour moi, et j'ai mis ma limite parce que effectivement, mon focus aujourd'hui est sur le business et faire le business, la bourse, acheter des biens immobiliers, les rénover, machin, voir mes potes, faire du sport. Bah là, l'équation, commence à être compliquée, tu vois? Donc faut Ouais, faire c'est des sûr. choix. Aujourd'hui, où est-ce que j'ai le plus de levier pour augmenter mes revenus? Bah, c'est mon activité, c'est mon business. Donc focus dessus. Est-ce que je reviendrai pas à l'IMO, plus tard? Je sais pas, tu vois? Sûrement que dans 5 ans, dans 10 ans, si jamais, mon business a bien fonctionné, que j'ai envie d'investir dans la pierre, pourquoi pas, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est difficile de tout faire. Tu verras, je suis pas sûr que. Enfin, moi, j'ai l'impression que les entrepreneurs, plus ils ont du capital et plus ils disent je touche plus à l'IMO parce que ça prend trop de temps Ouais, tu et fais des plus. grosses OP, je crois. Ouais, ou alors Ou voilà, c'est ça, tu fais des plus gros trucs. Et si ça te plaît à nouveau, tu vois, moi, je sais que j'irai probablement jamais parce qu'en fait, sauf à la limite du clé en main, un truc vraiment, justement, tu bénéficies en effet du l'effet de levier sans vraiment y passer zéro temps. Mais j'y crois pas trop, tu vois. Et moi, j'ai limite envie de. Même, tu vois, en termes de RP, je me dis, il y a probablement des optimisations, des trucs à faire. Mais en fait, je sais pas si sur la RP, si j'ai pas juste envie de me faire kiffer aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est aussi le problème avec l'immobilier, je pense, c'est que, notamment quand on parle de la résidence principale, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, oui, je suis en train de faire un investissement. Mais en fait, c'est pour justifier, tu vois, un achat qui est avant tout plaisir. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention entre. Je pense que quand tu es un investisseur et que c'est pas pour toi, je pense qu'en effet, tu fais les bons calculs et tout. Mais il faut faire attention parce que si c'est un bien, c'est un peu ta RP, en même temps, tu veux peut-être la louer en Airbnb, machin. C'est compliqué les calculs parce que tout d'un coup, tu vois, soit tu vas vivre dans un logement qui est pas ouf parce qu'il est optimisé pour le truc, mais toi tu le kiffes pas, soit tu vas lâcher beaucoup trop d'argent et tu vas le meubler en mettant des trucs trop stylés, mais tu vois. Donc, moi, j'avoue. Je préfère pas voir l'immobilier comme un investissement parce que je sais que si je commence à le voir comme un investissement, je vais pas du tout réfléchir de la même manière. bah, la Et RP, heu, la RP, je suis d'accord avec toi, genre, c'est the plaisir, tu vois? Moi, genre, j'ai 3 goals, hein. Genre, clairement, c'est premièrement, bête de baraque. Donc ça, si j'arrive à l'avoir, je suis content. Deuxièmement, et ça va un peu avec le premier, les 2 sont de pair, c'est, une bonne condition pour, ma famille, pouvoir voyager, pouvoir, nous offrir, tout ce dont on a envie, tu vois? De pas avoir de restrictions. Et le troisième goal un peu matériel, c'est, quand j'aurai fait les 2 premiers, c'est une bête de caisse, tu vois? Mais en soi, tu calcules pas, tu vois? Genre si j'ai envie d'acheter une bête de caisse, si j'ai envie de claquer, j'espère qu'un jour je pourrais dire ça, tu vois? Et que je pourrais arriver sur ce podcast et dire: «Putain Roman, j'ai lâché 200 000 balles dans une Aston Martin». Je serais très content, mais c'est pas un investissement, tu vois? Ou une voilà, Porsche, tu vois? Il y a des mecs qui t'a dit: «Je vais acheter une 911 parce que les 911 ont tendance à moins décoter». Mais arrête, gros mytho, genre tu achètes une 911 parce que tu as envie de kiffer, mais c'est normal, vas-y, Ouais, assume, tu vois? ouais, ouais. Mais c'est juste que les mecs essaient de justifier un peu pour, tu vois, ça te donne un peu une raison. Et c'est vrai que t'as des. Je pense que si t'es collectionneur et que t'es vraiment à fond dans les montres et tout, probablement que tu peux t'en sortir et pas perdre tant d'argent que ça, tu vois. Donc c'est ça qui est cool. Et même dans les voitures, tout ça un peu. Mais Ah oui, je tu peux être pense juste qu'il moins con faut. que les autres, entre guillemets. Tu peux Il tu faut bien. peux tu peux allier les 2. Tu vois, il faut bien connaître aussi ce qui te fait kiffer. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que si tu achètes une bête de baraque, par exemple, tu la fais taper, tu fais ça bien avec un bon architecte et tout, ça a de la valeur. C'est juste que, tu vois, c'est comme mon père, il fait des travaux à 50 000 balles. Et je pense que la valeur du travaux qu'il a fait à 50 000 balles, la maison n'a pas pris 50 000 euros, tu vois, de valeur. Il l'a fait principalement pour lui. Mais il faut être honnête avec soi et savoir pourquoi tu fais les choses. Et pas te dire, non, non, mais c'est un investissement, alors qu'en réalité, Ouais. c'était pour te faire Et kiffer. et je pense que, bon, on arrive, je pense, sur la fin du podcast à peu près, mais on referme un peu la boucle dans le sens où tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, tous les investissements, c'est aussi à un moment donné pour en profiter, pour l'utiliser et pour faire ce genre de choses-là qui vont nous faire kiffer, tu vois? Pour Mm. les grands achèvements, de la vie ou, j'en sais rien, tu vois, si tu as envie de te payer un bête de mariage et de claquer, 50 000 balles pour faire un truc de ouf, tes investissements peuvent servir à ça. Ta J'allais te maison et dire. cetera et cetera, tu vois?
J'allais te dire justement, attention, parce que Clem, il dit bête de baraque, bête de voiture. Moi, je sais que par exemple, bête de voiture, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Genre en mode, Chacun, tu vois, chacun trouvera son plaisir. Et je pense aussi que tu peux. Enfin, je sais pas, moi, plus j'avance et plus je me dis, en fait, des fois, c'est les petits trucs qui me font kiffer, tu vois. C'est des petits objets, des petits trucs sympas. Et donc, c'est bien d'avoir aussi l'aisance de pouvoir les acheter quand on a envie. Et en effet, et le goal, il est pas que matériel, il est, comme tu l'as bien souligné, c'est aussi avoir de la liberté, de pouvoir se dire, ok, je fais un taf qui me plaît. Si on a envie de partir en vacances, on peut partir en vacances. C'est ça, à mon avis, que cherche la majorité des gens et pas forcément juste un trophée. Mais c'est vrai que si tu es passionné par un domaine, c'est génial de pouvoir te dire je vais m'acheter une pièce de collection ou je vais m'acheter un truc. En ce moment, je oui, regarde, mais ça va être mon coup de cœur d'ailleurs pour terminer le podcast. Je regarde King of Collectibles. Je sais pas si tu connais sur Netflix. Et c'est un Américain. Il a je pense qu'il y a une plus grosse entreprise de collectionneurs. Donc en fait, eux, tu sais, c'est des brokers. Donc en fait, ils vendent les pièces de collection. Et c'est assez fou parce que tu rentres un peu dans les coulisses et ils te montrent putain, j'ai trouvé cette carte de baseball qui s'est vendue à 700 millions de dollars. Tu vois, c'est vraiment à l'américaine. c'est ouf. Et tu rentres dans des maisons de collectionneurs. Là, j'ai montré à mon pote hier. T'as des mecs, ils ont des collections incroyables. Genre, il y a un mec, il avait tous les jeux vidéo qui sont sortis à peu près depuis les années 30, quoi. Et le mec a tous les jeux vidéo et donc il a le premier Mario et il vaut Ah, 500 c'est 000. Enfin, tu fou. vois, c'est fou. Et tu te dis, c'est chouette d'avoir aussi de l'argent quand t'es quelqu'un de passionné comme ça parce que tu peux te créer aussi une collection Te qui te faire plaisir, correspond. ouais. Ouais. Et chacun ses plaisirs. C'est c'est vrai. Et moi, niveau coup de cœur, bah, la santé en vrai, hein. Genre, parce que là, ces dernières semaines, j'ai eu un petit pépin de santé, j'ai chopé un virus à la con et tu sais, des fois, quand tu co genre, j'ai fait rire mes potes parce que je suis un peu hypocondriaque, moi, tu vois? Genre, quand il m'arrive un truc, je sais pas ce que c'est un truc grave et du coup, j'ai les ganglions qui ont gonflé, genre, j'étais pas bien, tu vois? Je me dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai et tout?» Du coup, prise de sang, stress pendant 4 jours, j'ai rien fait, tu vois? Paralysé, genre, je te jure, la santé et la maladie, ça me paralyse, c'est vraiment le truc qui je pense, ne s'achète pas et donc du coup, voilà, profitez, si, vous êtes, en bonne santé, c'est je pense la plus grande des chances. Mieux que l'argent, mieux que tout Ouais. et quand j'étais, psychologiquement, soi-disant en mauvaise santé pendant 4 jours, j'ai rien pu faire donc j'étais content. Mes prises de sang sont bonnes, tout va bien. Je vais être encore là longtemps dans le podcast, j'espère donc let's Ah, go. Mais ça, c'est important, ouais. c'est ouf comme. Tu sais, même moi, je suis assez sensible maintenant sur la santé. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi. C'est-à-dire, quand tu optimises un peu les trucs, le sommeil, tout ça, tu as un peu tout optimisé. Dès qu'il y a un truc qui dérègle, tu dis, ah, je suis pas bien, c'est pas optimisé et tout. Alors que tu vois, ma chérie, elle est en mode, c'est bon, je fais avec, j'y vais. Je pense qu'on a des métiers aussi qui sont plus créatifs. Et donc, en effet, si t'es pas reposé, que t'es pas bien, tu sais, tu peux pas aller au taf Ouais, comme toi, tu faisais avec le kiné, voir les patients, et puis ça va te remettre dans le mood. Là, tu peux rester chez toi et t'es en mode, j'ai pas le goût, j'ai tu vois. c'est C'est dur, exactement ce ça. que j'ai dit à Marie, c'est trop rigolo parce que je lui ai dit non, c'était même pas à Marie, c'est hier, je suis allé boire un coup pour, le pot de départ d'une collègue, du cabinet qui s'en va. Bon, moi, j'y suis plus trop, mais je suis allé et du coup, je lui disais: «Putain, c'est fou parce que, genre, quand t'es pas bien, quand t'es kiné, enfin, tu vas au cabinet, tu fais ta journée avec tes patients, tu Ouais. quoi, t'as pas le choix, tu dois y aller. Quand t'es solo chez toi à devoir faire des tâches créatives, que t'es stressé, que ça tourne pas bien, putain, mais tu fais plus rien, genre, c'est Surtout rien, que il y les a rien qui patients, sortir. ils t'apportent de l'énergie. Tu vois, en fait, Bah, t'as pas le choix, tu la pas le meilleure choix. solution quand tu vas pas bien, c'est d'aller voir d'autres personnes et ça te fait, tu vois, ça te fait remonter Ouais en et puis, santé. c'est même un boulot où en fait, tu te déplaces, de chez toi au cabinet. Une fois que tu es au cabinet, tu es dans une espèce de mood où, bah, OK, bah, c'est l'endroit où je traite les patients. Donc tu te mets dans ta bulle. Les patients, ils arrivent toutes les demi-heures donc bon, bah, tu peux pas te dire, «Non, j'ai plus envie, j'arrête» et alors que quand tu es, 100 chez toi, beh, tu as le choix de te dire, «Flemme». Et quand t'es pas Et bien ou ça, tu un c'est le peu plus dur. malade, ben le flemme, il devient, prédominant alors que d'habitude il l'est pas, tu vois? Et donc voilà, donc la santé est très important et je pense Ouais. que c'était un peu Et mon coup de puis, cœur de on est obligé des fois d'être malade pour se dire, ah, comme c'était bien quand j'étais en bonne santé, tu vois. Et je pense qu'il faut faire l'effort, des fois, même d'avoir de la gratitude pour des trucs que tu as. Je sais pas, moi, le matin, tu sais, j'écris 3 trucs pour lesquels j'ai de la gratitude. Et des fois, c'est vraiment, il fait beau, j'ai des yeux qui fonctionnent. Non, mais tu vois, des trucs auxquels tu penses pas, tellement c'est acquis pour toi. Et le ouais, jour où t'as un œil, j'ai un œil, tu vois, qui avait déconné, qui commence à, tu vois, c'est là que tu dis, ah ouais, en fait, heureusement que j'ai mes 2 yeux, parce que même les oreilles, le nez, tu sais, c'est des trucs, quand c'est bouché, quand ça marche pas, tu fais, mais c'est horrible, genre, c'est chiant. et donc, t'imagines les gens qui l'ont plus ou qui l'ont perdu. Enfin, ah non, Ouais c'est sûr que la santé, ça te et rappelle toujours à l'ordre sur ces questions-là. de ouf et après tu as un regain parce que du coup, bah, j'ai été faire ma prise de sang, tout va bien donc du coup, stress qui tombe et depuis,
et je suis en feu, mais genre, tu sais, j'ai envie de travailler de 8 heures à 23 heures sans m'arrêter, genre, c'est Ouais. ouf. Genre, c'est ouf à quel point ça peut avoir un impact psychologique fort, quoi. Mais et tu parlais d'impact psychologique, je pense aussi pour terminer sur cet épisode, un truc qui me semble important aussi, c'est de pas. Moi, je sais que j'arrive à prendre pas mal de recul par rapport à la politique, et j'ai l'impression que quand tu parles à certains Français que ça va les impacter vraiment négativement, tu vois. C'est-à-dire là, je parlais par exemple avec Félix, qui en plus est en dehors de la France. Alors moi, j'ai pas mal de potes du coup qui sont expatriés, tu sais, et en fait, ils sont un peu branchés sur BFM. Ils sont toujours un peu, ils suivent un peu les news de la France et disent mais ça va, tu te sens bien en France. Forcément, si tu regardes BFM, t'as l'impression que c'est le carnage, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et je lui ai répondu en disant, mais tu sais, quand tu es dans une petite ville, tu fais ta vie, tout se passe bien, il y a le soleil, c'est l'été, tu sais, c'est le barbecue, quoi, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que ça, c'est super important. On parlait beaucoup en dev perso de la zone dans laquelle tu as un impact, et c'est important de rester dans la zone dans laquelle tu as un impact, c'est-à-dire tu t'intéresses à ta famille, tu t'intéresses à tes investissements, et pas commencer à s'intéresser à la. Enfin, je pense que la politique, tu vois, c'est bien peut-être de s'intéresser à un moment, mais il faut aussi réaliser que tu vas avoir un impact qui est mineur et que de toute façon ça te dépasse aussi quelque part tout ce qui va se passer, tu vois. Et moi je sais que, enfin voilà, je regarde ça avec beaucoup d'amusement, tu vois, alors que je vois dans les commentaires des gens qui sont, c'est un sujet tu vois, les gens deviennent fous, ouais, qui prennent trop à cœur, ouais. mais c'est ça, ils sont, tu vois, C'est comme, il y en a quand ils voient l'extrême droite qui gagne, ils sont hyper heureux, il y en a ils sont en dépression, et tu sais j'ai envie de dire, les gars, le président, il va pas changer le destin de 65 millions de Français. Tu vois, à un moment, non, c'est mais c'est aussi clair. tous ensemble qu'on, tu vois, qu'on fait des trucs. Et c'est pas parce qu'il y a un président que t'aimes pas que tout d'un coup ta vie va être de la merde. C'est toi qui en fais. Enfin, tu vois, ta vie peut être géniale avec un président qui est pas Ouais, forcément génial ou qui est pas forcément celui que tu voulais. Donc à un moment, et tu vois, moi j'en rigole aujourd'hui quand je vois les. Je t'ai raconté là que j'avais vu le, tu sais, Squeezie qui a fait un truc sur Instagram et Bardella qui lui répond en disant t'as pris un scope sur un jeu. Bah, moi, je suis mort de rire, tu vois. Je suis mort de rire parce que je me dis, mais on arrive à un stade maintenant en politique où les mecs, c'est des gamers. Enfin, on arrive ouais, à. ouais, bah, ils sont sur TikTok, quoi. Ils sont sur TikTok, quoi. Et c'est vrai que ça aussi, l'influence des réseaux et tout, ça va être intéressant de voir comment ça va se jouer. Mais Ouais, c'est fou de voir qu'avant, c'était niche, tu vois, Internet en 2012. Moi, quand j'ai commencé, tu vois, t'étais youtubeur ou tu faisais des vidéos, t'étais un mec bizarre, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vois que même la sphère politique, qui est la sphère la plus traditionnelle, on va dire, eh ben, elle est sur les réseaux et maintenant, tu as des candidats qui ont joué à Counter-Strike qui sont nés dans la même année que nous, quoi, tu vois. Et tu fais, ouais. ah ouais, ça, Ouais, ça bouge, ça se quoi. rapproche. Après, c'est nous qui vieillissons aussi, hein, je pense. C'est 2 courbes qui vont finir par se croiser ou on finira par devenir des boomers aussi, hein. Et, C'est ça. je pense on est plus en mode, on arrive bientôt au mode boomer, parce que mec, je pense que là, tu nous fous au collège, on comprend rien, hein, des conversations et ce genre de choses. Ouais, Mais tu ouais, je sais pense que que tu j'ai le collège en face de chez moi, et en vrai, je suis passé et en fait, ça m'a juste dit, putain, mais qu'est-ce qu'on était bêtes à l'époque, en fait, tu sais, parce que tu entends les ah oui, discussions, bah, des meufs, des mecs, c'est vraiment, c'est ridicule, enfin, tu sais, c'est vraiment, tu te dis, oh, qu'est-ce que bah, c'est des t'étais, gamins, quoi. enfin, c'est Ah des ouais, gamins, mais quoi, tu sais, lui, il a dit ça, tu sais, j'ai l'impression que tu ça t'en a rends pas pas beaucoup compte. évolué. Après, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes sujets, les trucs, mais je sais pas. Mais ouais, et pour revenir par rapport à la politique et par rapport à tout ça, le fait qu'on peut pas contrôler, c'est, quelque chose je pense, ferait du bien à beaucoup de monde de se dire qu'ils doivent plus compter sur eux-mêmes que sur des gens externes qui vont leur apporter un soi-disant bonheur ou une soi-disant condition, financière, qui sera bien meilleure. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'impact à augmenter peut-être de 10 ses compétences ou de 20 Bien sûr. soi-même en apprenant et en allant chercher plus, plutôt que, d'attendre après quelqu'un qui a certes le pouvoir au niveau du pays, mais qui peut pas, changer le destin de tout le monde, tu vois? Et c'est un peu un principe, du stoïcisme et ouais et très attention aussi aux news et à tout ça parce qu'effectivement, moi, je me rappelle du Covid où en fait, tout le monde était scotché devant BFM. Alors certes, c'est bien, mais qu'est-ce que toi, à ton échelle, tu peux faire, tu vois? Genre, qu'est-ce que ça va changer à ta vie? Genre, OK, tu restes chez toi, tu restes tranquille et puis basta, tu as pas besoin de regarder les infos, OK, c'est réouvert, beh, tu ressors, tu vois? Mais c'est pas, en regardant toute la journée que tu vas, influencer ce qui va se passer. C'est pareil au Mm. niveau de la politique, c'est pareil au niveau de beaucoup de sphères de la vie, je pense et c'est quelque chose, qui j'ai pas trop lu de livres stoïques et tout, mais je sais que c'est un des fondements un peu de cette philosophie-là et je pense que c'est très bien de penser comme ça. Genre, on devrait plus penser, oh putain, on pourrait repartir sur un podcast entier, Oui, mais tu vois, oui, c'est compliqué parce que tout le monde devrait être un peu égoïste, tout en pensant à son prochain et non plus en évitant que ça devienne, extrême au niveau de l'égoïsme, mais il y a personne qui fera, mieux personne qui t'aidera plus que toi-même, tu vois? Pour toi et ça, je pense que tout le monde devrait le
Bah, disons que conscientiser. tu dois mettre ton masque d'oxygène avant de pouvoir aider les autres dans l'avion. Et c'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, pour aider les autres, il faut d'abord t'aider toi. Et ça veut pas dire qu'il faut être égoïste à tout prix. Je pense qu'au contraire, c'est aussi en aidant les autres que les autres vont t'aider. Mais faut être vraiment dans cette logique-là. Et je suis d'accord avec toi. Et voir l'impact, tu vois, tu peux avoir un impact sur les choses qui sont proches de chez toi. Et pas forcément, tu vois, et même si tu as envie de faire de la politique, je pense que c'est beaucoup plus sain de s'impliquer localement pour des projets, pour des trucs, tu vois, plutôt que, en effet, de dire, ah, mais lui, de passer des journées à débattre sur qui va gagner tu vois, le prochain présidentiel ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est un peu. C'est sûr que ça va avoir un impact, je pense, forcément, la politique d'un pays a un impact, etc. Mais souvent, c'est surestimé. Parce qu'au final, la France, comme Ouais. tu l'as dit, on représente que 5% du PIB mondial, que la France, elle est à l'intérieur de l'Europe, qui elle aussi applique des règles différentes, qu'il y a ensuite toute la géopolitique mondiale. Donc au final, quand tu vois tout ça, tu comprends qu'en fait, arrivera ce qui arrivera et que tu n'as pas beaucoup d'impact dessus et qu'il vaut mieux se concentrer sur les éléments sur lesquels, au contraire, tu as un impact. Parce qu'en effet, les éléments où tu n'as pas d'impact, ben, à part te plaindre, tu vois, tu vas rien pouvoir changer si tu Pas n'es pas faire content. grand-chose, Alors que si tu es c'est malade clair. et que tu es hypochondriaque, eh ben, tu peux aller faire un bilan sanguin et te Et puis, tout sentir va ensuite bien. beaucoup mieux. Exactement. Bon, j'espère que ce premier épisode de Bourse Barbecue vous a plu. On On a vous souhaite traité des des bonnes sujets grillades cet chauds. été et on continuera de parler des sujets chauds. Si vous avez des sujets chauds qui Yes. vous aimeriez qu'on parle en podcast, vous nous dites. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ou Ouais, peut-être dans une 2 semaines coupure ou de l'été. Peut-être que dans 2 semaines, on sera vraiment au barbecue. Donc ça dans sera. deux Faudrait semaines, faire un épisode. je serai à Londres, donc ça va être un peu compliqué. Mais, euh, mais on va essayer je sais pas si on va tenir les 2 semaines, mais on va essayer de se faire un ou deux épisodes ou Ouais, trois dans l'été. Si on peut, ouais, on le fait. c'est ça. On essaie de se caler 2, 3 épisodes et sinon on se retrouvera de toute Yes, façon à la rentrée, quoi qu'il arrive. dans tous les cas. Ciao tout le Ciao, monde. ciao!